un petit peu en retard ou qui n'ont pas pu se libérer. Il y avait eu pas mal de demandes. Et donc, voilà. Je vais essayer de poser la première question en l'écrivant à droite comme je fais d'habitude. Vas-y, c'est bon pour moi. Ouais, tac. Donc la visio mécanique pour les jeunes équipes de France peut démarrer. Alors, première question donc pour Thibaut. Est-ce que tu veux faire une petite intro là, voilà, sur toi? Attends, je vais juste laisser monter un peu le son. Ouais. C'est bon. Vas-y. Tac. Alors, bah du coup, par contre, il faut que j'arrive à tout mettre sur la même. Yvan, tu sais comment on fait pour mettre qu'il n'y ait que Thibaut sur la page? Parce que du coup, ça coupe une partie du vélo. J'ai l'impression. Non? Après, honnêtement, sur le vélo, il n'y aura pas forcément grand-chose à montrer. Ouais, bon, au pire, on te fera des signes. Ce sont tous les accessoires qui sont devant. Ok. Écoute, voilà, Thibaut, la première question, c'était un petit peu de la théorie, mais c'est surtout voilà, sur le lien qu'il peut y avoir entre l'athlète et le mécanicien, voilà, qui est une pièce maîtresse du dispositif, du staff là, sur les équipes. Donc, comment retranscrire pour l'athlète ses sensations par rapport au vélo, au comportement qu'il peut ressentir sur le vélo, retranscrire ça auprès du mécanicien quand il arrive au paddock pendant les entraînements. Du coup, donc, bon, ce qu'il faut prendre en compte, je pense, dans un premier temps, c'est le fait que il va y avoir ce que le coureur va expliquer, ce que le mécano va comprendre, ce qu'ensuite il va essayer de gérer. Et du coup, forcément, entre le ressenti de base et puis le réglage final, il va y avoir toujours une petite différence. Ça va s'atténuer avec le temps, une fois à partir du moment où tu commences à connaître ton coureur ou le coureur qui commence à connaître son mécano. Mais il faut vraiment prendre en compte le fait que chaque ressenti, c'est quand même assez compliqué de faire comprendre à l'autre. Et du coup, d'utiliser des mots assez simples et plus ou moins expliquer soit par des zones sur un circuit, de lui demander de venir voir à tel endroit parce que ça marche mal à cet endroit-là, ou après si c'est du réglage sur vélo, essayer d'être beaucoup plus précis, que ce soit sur une vitesse, si c'est une seule vitesse qui déconne, que ce soit sur un bruit, essayer vraiment de trouver pendant l'entraînement d'où vient le bruit, mais c'est quand même pas évident de faire la jonction entre les deux points. Après, en dire plus là-dessus, comment je pourrais t'expliquer ça différemment? Ouais, quand tu arrives pendant les entraînements, et puis surtout aussi, il y a un point quand même, c'est réussir à poser la question au bon moment. Donc quand tu arrives sous le paddock et que ton mécano est déjà occupé, ou qu'il est déjà en train de faire quelque chose d'autre, ou qu'il a déjà lancé une conversation, c'est pas forcément le moment de le faire. Il vaut mieux attendre un petit peu, peut-être même après l'entraînement pour le faire et qu'il soit vraiment concentré et qu'il prenne le temps de discuter avec toi, quoi. Mais dans l'idée, ouais, je pense qu'on est pas mal. Ok. Parce que du coup, c'est vrai que voilà, tout le monde a peut-être pas forcément l'idée, mais un mécanicien fait rarement le parcours, a rarement le temps de faire le parcours, que ce soit à pied ou à vélo. Hein. Donc, c'est sûr qu'il voilà, il faut arriver à retranscrire un peu les zones, les secteurs du parcours pour lui donner un maximum d'informations, j'imagine. Déjà, et puis essayer d'être assez précis, quoi. Parce que dire, par exemple, ça ne marche pas, l'info, elle est caduque, quoi, elle ne sert pas à grand-chose. Ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que tu as un mauvais ressenti au niveau de la fourche? Est-ce que c'est un mauvais ressenti au niveau de l'amortisseur? Est-ce que c'est les vitesses? Est-ce que c'est quand tu forces? Est-ce que c'est quand tu es debout, assis? Il y a quand même pas mal de petits paramètres à donner. Et surtout, je te dis, de le faire au bon moment, quoi. Donc, tu sais, on a tous eu sur les moments de bourre pendant les entraînements, le stress, la pression. Tu arrives, tu balances l'info, c'est pas forcément le bon moment, du coup, l'attention, il n'y est pas. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte, quoi, de savoir. Alors après, on le voit avec les coureurs, plus ils grandissent et plus ils sont professionnels, plus ils ont tendance à voilà, poser des questions au bon moment. Des fois, c'est limite le soir à table, hein, donc de se poser la question pourquoi à tel endroit ça n'a pas bien marché. Mais de le faire à la va-vite pour avoir le réglage à l'instantané, il n'y a pas forcément d'intérêt. Des fois, il vaut mieux prendre un petit peu plus de recul. Mhm. Ou bien quand, du coup, pendant les entraînements, il y a souvent un mécanicien en zone aussi, quand même. Ouais. Des fois, peut-être pas hésiter à s'arrêter également
quand on fait un tour, 2 tours, et puis voilà, donner un petit peu des infos aux mécaniciens. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ne serait-ce que pour les pressions? Ne serait-ce que pour les pressions et puis prendre le temps, quoi. De ne pas vouloir s'arrêter juste 10 secondes. Tu sais, où tu balances tout et après tu repars et au final, c'est pas forcément bien fait. Vaut mieux s'arrêter 2-3 minutes que ce soit un entraînement de qualité. Parce que l'entraînement, ça part bien son nom, quoi. Il y a quand même des choses à tester. Donc, tu vas pas tester ça le jour de la course. Donc, dans l'idée, les jours précédents, quitte à mettre un tout petit peu ton entraînement de côté pendant 2-3 minutes, ça peut avoir le coup, quoi, vraiment. Donc, après, il faut, voilà. C'est un commun accord entre les deux. Puis le fait, petit à petit, je te dis, ton mécano, tu commences à le connaître, et puis ton coureur, tu le connais aussi, quoi. Donc forcément, tu as du langage qui arrive, enfin, tu as la logique de langage qui arrive petit à petit. Ouais. Bah, j'ai par exemple l'exemple de Joshua Dubos, par exemple, à Graz, quand il est champion d'Europe Esport il y a 2 ans. Sur chaque reconnaissance, à chaque tour, il s'arrêtait pour faire un point mécanique, kiné. Voilà. Donc les jeunes, voilà, il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Voilà, c'est pas du temps perdu quand on a des choses à faire passer ou des réglages à faire. Voilà, c'est pas du temps perdu. Non, mais ça reste un sport mécanique, donc ça peut pas, c'est pas ce qui va te faire gagner, mais ça peut quand même faire une sacrée diff, quoi. Donc en termes de sécu sur le vélo ou tout simplement à l'utilisation, c'est quand même plus agréable d'avoir un vélo qui fonctionne et voilà, que le réglage soit fait parce que tout le monde s'est compris, plutôt que d'essayer de faire ça à la vite, quoi. Donc vraiment pas hésiter à prendre le temps, parce que souvent, toi, c'est ce qu'on a tendance, nous, en tant que mécano, tu prends toutes les infos d'un coup dans la gueule, et c'est pas évident de savoir tout gérer. Donc, juste poser un peu le truc et normalement, tu arrives à faire quelque chose de sympa, quoi, je pense. Ok. Et la même, voilà, comment donner les informations, par exemple, quand on est plutôt en course, là où ça va plus vite, on passe devant la zone technique. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on te fait remonter la plupart du temps, les champions, là, que tu vois, qu'est-ce qu'ils te font remonter et comment ils le disent, voilà, ton expérience? Dans l'idée, ça peut être important, je pense, de mettre un petit peu à jour en début de saison, ou même au fur et à mesure des années, mais un petit jargon que tu peux avoir en zone technique, parce que tu n'as pas le temps de balancer 15 phrases quand tu passes en zone. Il y a quand même, voilà, tu as peut-être 5 secondes pour parler, donc d'avoir des mots un petit peu plus précis et savoir donner les bonnes infos. Dire ça marche pas, ça fait chier, ça fait du bruit, bon, l'intérêt, une fois de plus, il n'est pas forcément intéressant. Par contre, expliquer qu'il y a vraiment quelque chose sur le dérailleur, qu'il y a vraiment quelque chose sur la fourche, sur l'amortisseur, une perte de pression. Et surtout, ne pas hésiter à prévenir les personnes au bord du circuit en amont. Parce que la plupart du temps, on arrive toujours à avoir les infos plus rapidement. Et quand vous arrivez en zone technique, on est prêt, quoi. Donc, et ça fait quand même une sacrée différence. Plutôt que d'être sur le qui tu arrives, tu es à plat, il faut sortir la roue, la préparer. Enfin, ça prend peut-être que 2 secondes, mais c'est 2 secondes de perdu. Mhm. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a du lien avec les talkies, etc. Ouais, sur les parcours. C'est ça. La plupart du temps, tu arrives toujours à faire passer l'info en avance si tu le dis le long du circuit, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, très bien. Alors du coup, ben, on va passer un petit peu dans le vif du sujet maintenant, les mains dans le cambouis pour toi, Thibaut. Donc, comment sait-on lorsqu'un amortisseur arrière est bien réglé? Comment bien le régler? Alors, du coup, je pense que la question 3 et 4, on va la faire en même temps. Parce que du coup, on parle de fourche et Ouais. d'amortisseur. Alors attends, bah, du coup, je balance la 4, mais effectivement, la 4, c'est que c'est comment bien régler la suspension avant. Donc, je l'avais mis après, mais effectivement, je pense qu'il y a du lien entre les deux. Euh, Vas-y, je te laisse démarrer. Alors, on va essayer de faire ça le plus clair possible parce que c'est pas forcément très évident. J'ai envoyé déjà un petit document qui permet d'avoir les bases de réglage. Donc, c'est le document que je t'avais fait passer tout à l'heure. Ouais. Juste pour avoir un petit peu la dénomination de chacun des réglages. Donc, ça les explique pas forcément, mais au moins on sait à peu près à quoi ça sert en théorie. Comment bien régler une fourche et un amortisseur? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça se règle l'un avec l'autre. Sur un tout suspendu, en tout cas, parce que tu as les deux. Pour faire simple, ils vont avoir deux fonctions différentes chacun. L'amortisseur derrière sera toujours en charge de garder une certaine motricité donc dans les montées et un travail de confort, mais surtout d'amorti, donc éviter une perte d'adhérence que ce soit en montée ou en descente. Du confort, éviter aussi de crever, parce que mine de rien, une suspension arrière qui est bien réglée, ben, elle amortit bien plus qu'une suspension mal réglée. Donc du coup, tout ce qui est crevaison, déjantage, enfin, toutes les péripéties pas cool qui peuvent arriver, tu les as moins.
Après, savoir comment le régler. Premièrement, le sag. Donc, que ce soit sur la fourche ou l'amortisseur, le réglage du sag, il va être très important avec toujours un sag un peu plus important derrière que devant. Grosso modo, en cross-country, ça va être du 10-15% devant et du 20-25% derrière. Et ça, c'est pareil, c'est du théorique parce que ça va dépendre du cadre, ça va dépendre de la géométrie, ça va dépendre du débattement. Parce que mine de rien, maintenant, il y a certains vélos qui ont 120 de débattement. Donc là, avoir un sag un peu moins important, ça peut être intéressant aussi. Mais déjà, avoir des suspensions qui, en termes de gonflage, soient cohérentes avec le poids qu'on fait et l'utilisation qu'on en a, rien que ça, c'est important. Ensuite, une fois que le sag est fait, le deuxième réglage qu'on va faire en priorité, ça va être le rebond. Parce qu'au final, les réglages de compression, il n'y en a pratiquement pas en cross-country. Mais le rebond, pareil, c'est d'ailleurs le réglage primordial. Sur l'amortisseur, il faudra conserver un rebond toujours un petit peu plus long que sur la fourche, puisque ça va t'éviter de te faire renvoyer trop sur l'avant. Donc, que ce soit dans la pente, que ce soit dans les successions de chocs ou tout simplement dans sa fonction d'amorti. Si jamais il y a un rebond trop important à l'arrière, il va avoir tendance à te dégager tout sur l'avant. Du coup, ta fourche en plus va saturer et ça te fait perdre en stabilité et tout simplement, tu peux te casser la gueule. Donc, avoir un rebond un peu plus long derrière que devant, très important. À l'avant, il faut avoir un rebond relativement rapide pour justement renvoyer un petit peu plus les chocs sur l'arrière et conserver de la stabilité. Après, ça, c'est du théorique, puisque chacun va rouler différemment de vous. Et en plus de rouler tous différemment, vous allez tous vous positionner différemment sur le vélo. Donc, faire une réponse comme ça, c'est un petit peu compliqué. C'est plus, est-ce qu'il y en a qui ont des questions quant au fonctionnement de leur vélo? Et s'il y a des problématiques, c'est plus là où je vais réussir peut-être à faire quelque chose de plus précis. Tu vois ce que je veux dire, Mathieu? Parce que parler de réglage comme ça en théorie, ça va perdre tout le monde. Donc, c'est plus les personnes qui ont posé ces questions-là. Si elles peuvent me dire un petit peu plus précisément ce qui peut leur poser problème sur leur vélo, là, je serais peut-être plus susceptible de répondre. En termes de sensation, qu'est-ce qu'une une suspension et une fourche bien réglée, hein, qu'est-ce que ça doit ressentir, qu'est-ce qu'on doit ou on peut ressentir après sur le terrain? La stabilité, du confort, enfin, tout le grand blabla, quoi. Alors, une suspension bien réglée, normalement, déjà, c'est ce que je te dis, elle ne va pas t'envoyer sur l'avant dans la pente. Elle ne va pas te faire perdre le grip à l'arrière, que ce soit en montée ou en descente. Et du coup, tu vas te sentir sécure sur le vélo. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès où tu vas avoir un vélo trop mou. Et du coup, qui, oui, va pardonner énormément, mais tu n'auras absolument aucun intérêt. Et ça va être une pompe à vélo. Donc, toute l'énergie que tu vas mettre sur les pédales, ça va être absorbée par la suspension. Et à contrario, trop dur, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des suspensions dans ces cas-là. Donc, le sag, c'est la partie de base que tout le monde connaît à peu près. Ça, faut pas hésiter à passer un petit peu de temps dessus. Après, la plupart du temps, de ce que j'ai pu voir, en tout cas au niveau des déplacements avec l'équipe de France, parce qu'on a un petit peu tous les vélos, c'est que les rebonds, ils sont souvent dans les extrêmes. Soit des rebonds très rapides chez certaines personnes, soit des rebonds très lents. Mais le juste milieu, il est quand même un petit peu plus compliqué à trouver. Et c'est plus en testant et en roulant, en fermant un clic par un clic, que tu vas avoir des sentiments, des sensations différentes, quoi. Donc, ça va te faire un petit peu mieux, quoi, parce que sur certains vélos, il y avait quand même des réglages qui étaient, je dirais pas incohérents, parce que c'est toujours pareil, ce qui peut être incohérent pour moi va être cohérent pour quelqu'un d'autre. Donc, mine de rien, il n'y a pas de règle précise quant au réglage. Mais mettre trop dans les extrêmes, ça te pousse à la faute, quoi. Donc, après, tu es vraiment capable de rouler avec un vélo qui t'aide pas du tout, quoi. Donc déjà, le premier truc, ça serait de tester, comme tu le dis. Ouais. Comment on fait pour tester sur un entraînement, 2 entraînements, voilà, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut régler rapidement pour pouvoir faire évoluer tout ça? Une fois que ton réglage de sag il est fait, tu pars rouler. Avec la plupart du temps, les constructeurs maintenant mettent des préconisations de base, c'est-à-dire des réglages à effectuer en fonction d'une pression que tu mets dans les suspensions. L'idéal, c'est de partir avec ces bases-là et ensuite de le faire évoluer. Le rebond, ce que ça va t'apporter, plus tu vas accélérer ton rebond, plus en termes de sensation, tu auras une impression de confort. Parce que du coup, tu libères totalement les suspensions, tu ne les freines pas dans le sens retour,
Donc forcément, tu as une impression de vélo qui est plus confortable. Mais par contre, si tu mets trop de rebond, tu vas perdre en grip, tu vas glisser plus facilement dans les virages. Dans les grosses compressions, tu vas te faire éjecter et dès que tu vas sauter un petit peu, bah, tu vas avoir tendance à te faire envoyer un petit peu sur l'avant du vélo ou à contrario un peu sur l'arrière, mais la plupart du temps, c'est sur l'avant. Ensuite, mais en fonction de ce que tu peux trouver au niveau de ton entraînement, enfin comme sensation, ça peut se jouer au niveau des tokens. Donc les tokens, c'est toutes les cales en plastique que tu peux mettre dans la fourche, dans la manteau, que maintenant pratiquement toutes les marques proposent. Donc en tout cas les trois principales en cross-country, c'est Fox, RockShox et Suntour. Tu peux rajouter du tokens à l'intérieur. Et ça c'est très simple, c'est-à-dire que tu as un volume de base dans ta suspension que tu remplis d'air. Plus tu diminues ce volume-là, forcément, plus la force que tu vas devoir exercer sur la suspension pour l'emmener au bout, elle va devoir être importante. Donc l'avantage de rajouter des tokens, c'est que tu vas aller moins souvent au fond de ta suspension. Par contre, tu vas pouvoir conserver le sag, enfin, le déclenchement et la sensibilité du début de course. A contrario, les poids plumes, donc surtout les nanas, c'était vraiment très très light. Il n'y a aucun intérêt de remplir de tokens parce qu'au final, tu ne vas jamais utiliser le débattement de ta suspension. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même un juste milieu. Donc mettre suffisamment de tokens pour ne pas talonner à chaque fois que tu prends une compression. Non, pas en mettre trop pour éviter de ne jamais aller au bout, parce qu'il y a certaines fourches, hein, on l'a même vu sur les mondes, il y a certaines fourches que certains coureurs n'ont jamais emmené au bout parce qu'ils sont remplis de tokens et qu'ils sont beaucoup trop gonflés. Quoi. Donc c'est con d'avoir 100 mm de débattement si au final tu n'en utilises que 80. Quoi. Et ça, c'est quand même l'erreur. Je veux quand même pas talonner, je veux pas aller au bout. Et souvent, les gens ont tendance à penser que le talonnage, c'est mauvais pour la suspension. Au final, ça fait partie de la suspension. Une fourche, un amortisseur bien réglé, sur n'importe quel circuit de cross-country, tu vas au fond au moins une fois. Le tout, c'est pas d'aller au fond trop facilement, trop rapidement, et que du coup, tu t'écrases avec n'importe quoi. Donc, pouvoir pallier à certains points avec les tokens, ça aussi, c'est une possibilité. Mais encore faut-il, je te dis, c'est toujours pareil, ressentir le besoin d'en mettre. Quoi. Parce que c'est pas parce que les suspensions et les marques de suspension le proposent que tout le monde a besoin de mettre des tokens dans sa fourche. Quoi. Donc moi je vois au niveau de l'équipe, il y en a à peine la moitié qui utilisent des tokens différents de ceux d'origine. Donc pas tout le monde. Et plutôt les gabarits lourds, donc, de ce que tu dis. Quoi ? Et plutôt les gabarits lourds, enfin les plus lourds. Quoi. Gabarits lourds ou tout simplement en fonction des circuits. Tu vois, des circuits qui vont être plus aériens avec des plus grosses réceptions ou beaucoup plus de pentes. Ben, les mecs, même les nanas, vont avoir tendance à rajouter un token parce que ça permet de conserver ta sensibilité en début de course, mais ça va éviter de t'écraser sur chaque compression. Quoi. Tu prends les Europes, par exemple, on a gonflé un petit peu plus tout le monde par rapport au monde. Quoi. Le circuit n'avait rien à voir. C'était quand même des circuits où le circuit des Europes était quand même plus violent, que ce soit pour le vélo ou même pour le coureur, mais du coup, il y avait quand même un intérêt d'avoir quelque chose qui t'amortit un petit peu plus. Alors qu'à contrario, sur les mondes, on cherchait juste à avoir des vélos qui aient du grip et de ne pas trop s'embourber et d'être sécure sur le vélo. Quoi. Donc, c'était pas le même pilotage. Et ça, mine de rien, sur seulement tes circuits d'entraînement, tu vas pas pouvoir voir un panel de possibilités suffisamment large. C'est vraiment sur le terrain, après sur le week-end de course, que tu es censé affiner un petit peu la chose. Quoi. Et encore, c'est de l'affinage. Tu n'as pas besoin de remanier tout du début jusqu'à la fin. Donc dans l'idée, voilà, les jeunes, c'est déjà de partir des réglages de base qu'on vous propose avec votre matériel, et puis jouer un petit peu sur les quantités d'air dedans, de pression dans vos suspensions, et puis aussi, ben voilà, rebond, etc. Sur des entraînements, voilà, pour ressentir un petit peu tout ça. Des fois, jouer sur les extrêmes pour voir vraiment ce que ça fait quand vous changez les caractéristiques de votre fourche ou votre suspension. Et puis après, ben, vous affinez par rapport à votre poids, votre pilotage, et plus tard aussi par rapport au circuit. Est-ce qu'il y a, il me semble c'était 2 ou 3 personnes qui m'avaient posé ces questions-là. Est-ce que vous avez besoin de précision? C'est le moment de sortir de votre silence si vous avez besoin de précision pour poser des questions à Thibaut là-dessus. Ouais, je pense que ce serait le plus simple. Alex, ouais. On te laisse écrire. Alors, tac. Et du coup, s'ils peuvent me noter aussi en fonction de leurs questions, les modèles de suspension qu'ils ont, ça peut être pas mal.
Ouais. Suspension à l'autre, tu n'as pas forcément les mêmes possibilités. Voilà, si vraiment, hein, après la réunion, là, voilà, il y a des choses encore où, par rapport à votre matériel, vous avez du mal à piger, voilà, il y a quand même le mail de Thibaut, si vraiment, hein, vous pourrez prolonger un petit peu la discussion. Donc c'est le SAG, hein, Alex. J'arrive pas du tout à mettre le document, là, à le charger sur la visio. Je vous l'ai envoyé tout à l'heure, là, le petit document là, de présentation qu'avait envoyé Thibaut là, par mail. Je te laisse revenir sur le SAG, du coup, Thibaut. Et en même temps, j'essaie de remettre ce document en ligne. Je sais pas si Euh, tu peux voir la question d'Alex sur la droite, là. Tu l'as vu? non, 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 j'ai pas vu. Il demande, donc, la première chose qu'il faut régler, je n'ai pas compris ce que c'était le SAG. Donc, du coup. Ok, donc le SAG, c'est vrai que des fois, après, je fais même pas gaffe. Le SAG, c'est l'enfoncement de ta fourche au repos, on va dire ça comme ça, avant d'aller rouler. Quand tu te positionnes sur ton vélo, ta fourche et ton amortisseur va s'enfoncer d'un certain pourcentage de sa course totale. Mais ouais, je vois que tu as réussi à mettre le document. Ça Donc, marche? Ah, c'est ces deux données-là qui vont être importantes. Faut que ton amortisseur derrière, quand tu t'assois sur ton vélo sans rouler, il s'enfonce un tout petit peu plus que ta fourche. Donc pour avoir on va dire un équilibre qui se retrouve un petit peu plus sur l'arrière et gagner en stabilité. En cross-country, on utilise des sags assez faibles, parce que c'est 10-15%, 20% grosso modo à l'arrière, mais pas beaucoup plus. Mais du coup, ton réglage de sag, pour l'effectuer, tu te mets en tenue de vélo, donc pour avoir le poids le plus juste possible. La roue avant contre un mur, ou quelque chose qui te permet de stabiliser ton vélo. Tu mets les deux élastiques que tu as sur la fourche et sur l'amortisseur au niveau du joint spin. Tu te positionnes sur le vélo, debout sur les pédales, et tu descends délicatement du vélo et tu regardes de combien s'est enfoncé ta fourche et ton amortisseur. Donc pour calculer le pourcentage, après tu fais le calcul entre le débattement disponible, la course totale de ta fourche et ton amortisseur, et puis de ce qui s'est enfoncé. Quoi. Mais dans l'idée, si tu as trop de sag, tu seras toujours au fond de ton vélo. Si tu n'as pas assez de sag, tu ne vas jamais trop l'utiliser, puis tu vas perdre en confort et en adhérence. Donc c'est vraiment sur la première partie du réglage, c'est pas plus important. Quoi. ouais. Grosso modo. Voilà. Si vraiment vous n'avez pas compris, même avec ces. Bon, moi je vois parce qu'à peu près, je vois l'idée, mais c'est sûr que sinon, bon, je pense que sur YouTube, vous devez pouvoir trouver quelques vidéos comme ça de réglage du SAG, enfin, voilà, en image, quoi. Hein. Pour le régler, c'est avec la pression, il demande. Oui, oui, c'est un réglage avec la pression, pardon. C'est vrai que c'est exactement ça. Sur la fourche et sur l'amortisseur, tu prends ta pompe de pression et puis tu gonfles et en fonction des pressions que tu as, ta fourche et ton amortisseur va automatiquement s'enfoncer. Donc c'est ce premier réglage qui, de toute façon, lui, va déterminer tout. C'est justement avec ta pression actuelle dans tes suspensions que tes autres réglages vont en concordance. Si tu augmentes la pression dans ta fourche et dans ton amortisseur, forcément, tu vas retravailler le réglage de rebond. Quoi. Parce que ta suspension plus gonflée va avoir besoin d'être plus freinée au niveau du rebond. Donc la plupart du temps, si tu augmentes la pression de ta fourche ou de ton amortisseur, mais derrière, tu vas fermer d'un clic ou deux le rebond. C'est deux réglages de toute façon qui vont réellement ensemble. Quoi. Et en cross-country, de toute façon, le réglage de compression, il ne se retrouve pratiquement pas, sauf sur les forces où il y a un petit réglage sur la molette noire qui est la basse vitesse, qui là, donc, comme j'ai expliqué dans le document, permettent de conserver un petit peu plus de maintien au niveau de la fourche surtout. Mais après, ça, c'est un petit peu plus complexe. Et clairement, en cross-country, on y touche un petit peu moins, ou après, il faut y aller avec cran par cran et en fonction de son ressenti. Tu le vois sur le document? Alors, du coup, vous le voyez le document ou pas là? Tu le vois, toi, Thibault, le document ou pas? On le voit, ouais. Ouais. Bon, écoutez, de toute façon, vous aurez un petit peu de lecture. Là, je crois qu'après, c'est vrai, sur la longueur de chaîne. Voilà, mais si vraiment, voilà, ça, vous pigez pas forcément tout, allez éventuellement revoir, trouver comment régler ça euh, sur une petite vidéo pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et puis, voilà, éventuellement le mail de Thibault là pour voir un peu plus clair. Voilà, il y a Yvan aussi qui a envoyé un petit complément là sur la partie droite si vous voulez le télécharger. Euh, voilà, mais clairement, voilà, si vous avez, je pense, un peu tous du beau matos, là, on vous voit à chaque fois arriver avec du beau matos. Voilà,
des fois, l'idée, c'est quand même de bien le régler, quoi. C'est pas le tout d'avoir le beau matos. Si c'est mal réglé, ça marche pas tellement mieux qu'un vélo pas forcément haut de gamme, quoi. Donc, si vous ne savez pas ou si vous comprenez pas tout, ben, rapprochez-vous de quelqu'un qui sait pour vous expliquer au moins et puis vous partez de base comme ça qu'on vous donne. Soit ben, sur les stages, soit sur à proximité sur des rayons mécaniques pas loin de chez vous, sur des mécaniciens de team, etc. Soit ben, en vous rapprochant un petit peu ben, de nous et puis voilà sur d'autres sur nos stages à nous. Voilà. Donc on vous laisse un petit peu comme ça, mais il y a le mail à Thibaut pour revenir un petit peu en complément. Et on revient un petit peu après sur les fourches à nouveau là. Donc on va un petit peu ravancer. Deux, trois petites Je choses sur vais- la fonte. Après, à prendre en compte aussi, puisque bon, quand on y est, c'est bien de le rappeler, les produits maintenant qui sont proposés au niveau des suspensions en cross-country, mine de rien, ils ont beaucoup évolué depuis quelques années. On arrive sur des produits qui tout simplement marchent beaucoup mieux qu'avant et ont beaucoup moins de friction. Et cet abaissement de la friction, donc tout simplement la sensibilité, on va dire grosso modo des suspensions, il est arrivé sur plusieurs points. Ils ont beaucoup travaillé sur le matos, mais ils ont aussi, mine de rien, moins de pièces en frottement et du coup, les produits, je ne dirais pas qu'ils sont moins fiables, mais ils vont avoir tendance à demander plus d'entretien. Et sur des saisons complètes comme on peut retrouver, où entre les entraînements et les courses, ça fait quand même un sacré grand nombre d'heures d'entraînement, mine de rien, pour quelques-uns, en courte saison, un entretien sur les suspensions, ça peut être à mettre en place. Donc, au moins de lube, donc pour lubrifier un petit peu les suspensions, pour les nettoyer, parce que mine de rien, ça chope de la merde. Mais c'est vrai que les suspensions, enfin, le prix des vélos qui maintenant sont au catalogue, c'est tellement élevé que d'avoir un vélo qui coûte pratiquement 10 000 euros, et à côté de ça, d'avoir des suspensions qui au bout de 6 mois marchent moins bien, parce que c'est normal, hein, ça c'est un petit peu usé, bah, c'est bête. Et sur les courses, ça peut se ressentir. Et au final, comme ça arrive très progressivement sur chaque entraînement, où ça va avoir tendance à avoir un tout petit peu plus de friction à chaque fois, bah, au bout de 6 mois, sans s'en rendre compte, on arrive sur un produit qui marche un petit peu moins bien, alors qu'il suffirait de faire l'entretien et puis on retrouve sur quelque chose qui fonctionne comme au début, quoi. Donc d'avoir un suivi d'entretien un petit peu plus important là-dessus, ça peut être intéressant à mettre en place, quoi. Tu peux montrer ouais, rapidement, éventuellement, du coup, comment on lubrifie bah, les joints, hein, enfin voilà, les fourreaux. Et éventuellement, où c'est qu'en général se situent les molettes, là, justement, tu nous as parlé, rebond, pression, etc. Sur ton vélo qui est derrière toi, voilà, ou sur la fourche carrément. J'ai sorti la fourche. Tu vois là d'ici ou pas? Enfin, vous y voyez? On allait, ouais, moi ça va, je pense que les autres aussi, ouais. Ok. Donc, sur n'importe quelle fourche du marché, et encore même pas, on va parler au moins des suspensions Fox. La plupart du temps, donc, du côté gauche de la fourche, c'est la pression. C'est d'ailleurs le cas sur les RockShox et les Suntour. Donc là, c'est voilà, ressort pneumatique, donc on vient ajuster la pression avec une pompe de pression. De l'autre côté, on a donc le blocage ou les réglages. Ça dépend des modèles de fourche et des marques. Sur la Fox, donc c'est un blocage qui est en 3 positions, même si la position intermédiaire en cross-country n'a pas beaucoup d'intérêt, elle se ressemble très peu. C'est vraiment sur d'autres disciplines avec des cartouches avec plus de débattement où on le ressent. Donc pas forcément sur la fourche s'intéresser beaucoup sur cette position intermédiaire. Mais par contre, sur le dessus, on a une petite molette de réglage noire qu'on retrouve sur les Fox haut de gamme. Et non pas sur les entrées de gamme qui sont avec des cartouches grip, qui sont un autre système de fonctionnement en interne qui ne permet pas d'avoir autant de réglages et une plage de réglage aussi importante. Donc cette molette noire qui est en haut, c'est une molette de réglage de basse vitesse. C'est ce qui va permettre tout simplement d'augmenter le maintien de la fourche. C'est d'avoir une fourche qui, au freinage, s'enfonce moins. Dans la pente, parce que mine de rien, on met beaucoup plus de poids sur la fourche, plus que sur l'amortisseur. Mais pareil, ça permet de conserver un peu plus de débattement, puisque la fourche va s'enfoncer un petit peu moins. Par contre, plus on va fermer le réglage de basse vitesse, et moins on va avoir de confort aussi, quoi. Donc ça a tendance à jouer forcément sur les deux. Donc sur les réglages de compression, de toute façon, sur les modèles de fourche, on les retrouve systématiquement en haut. Le rebond, sur pratiquement toutes les fourches du marché, il se retrouve en bas, c'est la molette rouge. Et ça sur les 3 marques. Ouais. Suntour, RockShox et Fox. Donc, et c'est ce réglage-là qui va tout simplement servir à travailler en tout cas effectuer le réglage sur le retour en position initiale de la fourche. Et grosso modo, sur les réglages, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est ça.
Ouais. Et même chose sur les suspensions, sur l'amortisseur arrière, quoi. Ouais. Ouais, Donc, ouais. les compressions ou les blocages sont systématiquement en bleu pour faire très large. Et encore, j'ai un petit doute sur les Suntour, donc je ne préfère pas me prononcer là-dessus. Mais les réglages de rebond sont pour eux tous rouges. Et sur les fourches, ils sont en dessous. Après, sur les amortisseurs, ils sont en dessous des volets bleus. Très bien. Voilà, sur les réglages. Donc, en tout cas, sur les réglages dont on dispose. Du coup, il y avait une question sur les entretiens au niveau des suspensions après les entraînements. Donc, même si on est pas dans l'ordre, je pense que c'est intéressant. Oui, tu peux enchaîner, ouais. Donc, pour faire simple, une suspension pour entretenir correctement de l'entretien de base, c'est la nettoyer sans les Karcher, sans les hautes pressions, sans des gros détergents qui puissent tout abîmer. Donc, c'est vraiment de l'eau, au pire des cas, avec un G, mais pas plus, en évitant d'insister sur les joints spi, donc c'est autour des plongeurs. Donc à ce niveau-là, et une fois que le vélo est lavé, forcément on le sèche, et pareil au niveau des suspensions. Et dans l'idéal, c'est d'utiliser un produit, donc un petit peu comme le Muc-Off, c'est du silicone en fait, du silicone en spray, qui va avoir tendance tout simplement à nourrir le caoutchouc. Donc c'est super intéressant d'en mettre après chaque sortie, quand le vélo est lavé, et quand voilà, on a tout simplement un petit peu abîmé les joints. Le fait de remettre du silicone, ça va avoir tendance à le nourrir et à lui, tout simplement lui donner les propriétés d'élasticité un petit peu plus longtemps. Donc un joint spi qui va être régulièrement en tout cas en contact avec du silicone va mieux vieillir dans le temps et apporter moins de friction sur toute une saison qu'un joint spi qui ne sera pas du tout entretenu, quoi. Donc la seule chose qu'on peut faire sur une fourche ou un amortisseur pour vraiment l'entretenir, l'idéal c'est ça. Après chaque sortie, ou en tout cas surtout sur la sortie où il y a eu beaucoup de merde et on a dû laver le vélo, un petit peu de silicone sur la fourche et l'amortisseur. On le fait fonctionner quelques petites fois donc pour l'enfoncer, pour bien le faire rentrer au niveau des joints. Et ensuite on nettoie le surplus. Donc parce que le surplus, il n'y en a pas besoin, ça va être un nid à merde. Et une fois qu'on a nettoyé le surplus, après on nettoie tout. Très bien. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais fait une petite pause dans la préparation, mais pause suspension, mais finalement, on va peut-être enchaîner avec une question, voilà, sur les blocages. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand voilà, la fourche ne se bloque plus et qu'on se met en danseuse et que ça fait encore boing boing? Grosso modo, c'est ça. Alors du coup, chez RockShox et Suntour, on va avoir peu de problèmes liés à la cartouche, ou alors ça sera une casse. Mais si c'est une casse, bon là c'est beaucoup plus problématique. Et dans l'idée, en fonctionnement global, la seule chose qui peut faire qu'une suspension ne bloque plus, en tout cas chez Suntour et RockShox, c'est la tension du câble. Donc c'est relativement bateau. Mais le fait d'avoir une tension de câble qui soit correcte, ça va te permettre, en position bloquée, d'avoir suffisamment fait tourner la molette de blocage pour bloquer ta suspension. Si jamais ça finit par de moins en moins bien bloquer ou par ne plus bloquer du tout, la plupart du temps, c'est juste le câble qui s'est détendu. Donc un petit coup de tension, et normalement le blocage réapparaît. Ensuite, pareil, au niveau des câbleries, c'est important de les faire au moins une fois dans l'année, je pense, parce que ça te permet d'avoir quelque chose qui fonctionne plus librement, qui va éviter de mettre trop de friction, qui va éviter de mettre toute la partie des ressorts qui est à l'intérieur en tension trop longtemps, et tout simplement, l'utilisation, c'est plus agréable. Donc sur Suntour et RockShox, en tout cas, la plupart du temps, voilà, les gros problèmes qu'il y a quand ça bloque plus, c'est la tension du câble. Chez Fox, c'est un petit peu différent, puisqu'ils nous ont rajouté un petit système qui est très agréable au coucher quand c'est neuf, avec un petit roulement, pardon. Et ce petit roulement, qui est minuscule, tu le vois ou pas du tout? Ou c'est un peu compliqué? Oui, là, on voit, ouais. Ouais. Bon. Donc c'est celui qui est tout simplement en dessous de la molette bleue de réglage, qui est au niveau du blocage. Donc en dessous, il y a un roulement qui est enfoncé en force. Il est minuscule. C'est les roulements qui sont normalement utilisés en modélisme, que Fox a réutilisé, et du coup qui ne sont pas forcément prévus pour durer très très longtemps dans la merde. Et quand ça s'use un petit peu, ça finit par légèrement bloquer. Et des fois, alors la plupart du temps, soit on a du mal à les bloquer parce que c'est très dur, soit ça ne se débloque pas. C'est-à-dire que quand tu vas relâcher le blocage au niveau de la manette, ton réglage ne va pas revenir en position. Et ça, typiquement, la plupart du temps, ça vient de ce petit ressort-là. Il faut, pareil, changer, je pense, au moins une fois dans l'année, en même temps que l'entretien de la fourche, ou en tout cas, déjà, ne pas trop karchériser au cours de la saison, parce que c'est surtout ça qui a tendance à les fragiliser.
Donc ce petit roulement, il est quand même très important. Et en plus du roulement, dessous, on a un petit ressort. Et pareil, ce ressort, il a tendance à se charger un petit peu avec toutes les merdes qu'on peut retrouver sur un vélo, quoi, avec la boue et la poussière. Et lorsqu'il y a trop de merde à l'intérieur du système de blocage, ben, on vient gêner le mouvement de rotation. Et en gênant le mouvement de rotation, le blocage ne revient plus. Donc sur les Fox, premièrement, vérifier la tension du câble, comme sur les autres modèles de suspension. Et ensuite, vérifier un petit peu l'état du roulement, l'état du ressort à l'intérieur, parce que souvent ça s'oxyde. Et une fois que c'est oxydé, il n'y a plus de blocage, tout simplement. D'accord. Il faut changer le roulement. Ouais, c'est un petit roulement. Ça, la plupart du temps, les magasins ne le font pas. Et parce que tout simplement, ils ne savent pas que ça se fait au détail, ou alors le roulement Fox, il est hors de prix. Et du coup, c'est vrai que pour un roulement comme ça fait un petit peu chier. Mais on en trouve un petit peu partout sur Internet, surtout que c'est une dimension de modélisme. Donc, il suffit d'en commander 2-3, ça va coûter peut-être 5 €, et ça permet d'être tranquille sur l'année ou sur le temps, parce que voilà, s'il y a besoin de le changer, au moins on l'a sur soi, et on n'est pas dépendant de trouver la pièce quelque part, quoi. Donc, parce que ça peut vite être emmerdant sur un week-end de course. Très bien. Donc ça, c'était le petit point pour te remémorer l'Oana au championnat d'Europe, c'est ça, non? Ah, ça c'était différent, ça c'était encore autre chose. On était sur un petit déconnage de la manette. Mais oui, grosso modo, si c'est pas entretenu, ça fait le même effet, quoi. C'est-à-dire que soit tu restes bloqué, et du coup tu fais toute ta course bloquée et là, le bordel, soit ça reste en position débloquée, et au final c'est pas mieux, quoi. Parce que si c'est une course où ça gagne beaucoup et tu as tendance à beaucoup bloquer, ben, tu te retrouves à plus pouvoir bloquer, quoi. Donc dans l'idée, c'est quelque chose à observer et puis à remettre en état, quoi. Parce que les vélos de maintenant, ça reste quand même des mécaniques assez fragiles. Et l'entretien, la plupart du temps, c'est ce qui va causer les problèmes. Donc en dehors du pilotage plus ou moins gracieux de certains, il y a quand même clairement la partie entretien qui joue un rôle prépondérant. Merci, ouais, très bien. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez rebondir. Sinon, je crois qu'on a fini un petit peu pour la partie suspension. Ouais. On avait une question sur, alors peut-être un petit peu de pub pour toi, je ne sais pas. Quelle marque et quel type de roulement de direction et de boîtier de pédalier utilises-tu ou conseilles-tu? Alors, bonne idée, forcément. Je vais parler d'une marque que je suis depuis 3 ans. Parce que moi, j'utilise au niveau de l'équipe, parce qu'ils nous sponsorisent. Mais j'utilise aussi à l'atelier, parce que ça fait 6 ans maintenant que l'atelier est ouvert, et ça fait 5 ans que je revends tous leurs produits. Donc tout ce qui est partie roulement, donc boîtier, cadre, roue, direction, blocage Fox, toute la partie roulement, moi je me sers chez eux. Ils n'ont pas réinventé la poudre, ils ont tout simplement décidé de fabriquer des roulements conçus pour le vélo. Ils font fabriquer ça chez SKF, qui de toute façon est le plus gros fabricant de roulements au monde, donc avec différentes qualités. Il y a une qualité vraiment très de gamme qui s'appelle la B3 chez eux, qui elle n'est pas forcément utilisée en VO. Ils la mettent au catalogue parce que forcément ils ont de l'achat, parce que chez certains c'est le prix est le principal argument. Ils ont la gamme qui est la plus intéressante, c'est la B5, qui est une gamme donc de roulement un petit peu plus haut en qualité, en graisse utilisée, tout simplement en étanchéité au niveau des joints, qui elle est utilisée nous au niveau du team, surtout à l'entraînement, un peu moins en course. Et après ils ont la catégorie céramique, qui là sont vraiment des roulements typés compétition, qu'on va utiliser sur vélo, au niveau des roues, au niveau du boîtier, donc surtout le week-end de course. Donc le seul petit inconvénient du céramique, c'est que contrairement aux idées reçues, ça demande plus d'entretien, et en VTT en tout cas, ça vieillit beaucoup plus mal. Donc un boîtier de pédalier céramique, sur un VTT, il ne fera pas la saison. Il coûte bien plus cher, mais dans tous les cas, il ne fera pas la saison. Les billes sont beaucoup trop rigides, parce que la céramique ne se déforme pas. Du coup, ça casse. On se retrouve avec des roulements qui fonctionnent beaucoup moins bien si on ne les entretient pas après chaque sortie. Donc, dans l'idée, chez eux, ce qui est super intéressant, c'est la qualité B5, puisque c'est grosso modo des roulements qu'on va pouvoir utiliser sur une saison complète, que ce soit boîtier et au niveau des roues. Ensuite, ils ont une qualité de roulement spécifique pour les cadres, qui sont des roulements max, donc c'est leur désignation. On retrouve aussi chez d'autres marques de roulement, c'est des roulements dans lesquels on a retiré donc, le support des billes de l'intérieur du roulement et on a rajouté 2 billes. Donc on se retrouve avec des roulements où il y a 2 fois plus de billes que dans les roulements classiques, mais c'est des roulements qui sont conçus pour ne jamais faire de rotation complète. Donc ce qu'on retrouve typiquement dans un cadre de 2.
Donc pas sur celui-ci parce que c'est un semi, mais sur un tout suspendu, de toute façon, tous les points de pivot qu'il y a sur le cadre, ils ne font jamais un tour complet. Donc l'avantage d'avoir plus de billes, c'est que le roulement est beaucoup plus rigide, beaucoup plus costaud et beaucoup plus durable. Et du coup, donc pour les cadres, en tout cas, ils ont vraiment une gamme entièrement développée qui est les roulements max. Et ça permet d'avoir des roulements qui tiennent toute une saison sans aucun problème au niveau des articulations de vélo. Et ensuite, ce qu'on a tendance à beaucoup utiliser, c'est les boîtiers pédaliers de chez eux, puisque c'est les boîtiers alors, qui sont un petit peu plus lourds que ce qu'on peut retrouver sur les boîtiers plastiques des marques génériques, on va dire ça comme ça. Mais le gros avantage qu'il y a chez eux, c'est que les boîtiers Pressfit, donc ils viennent se presser dans les cadres, qui sont pratiquement tous au catalogue maintenant, sur pratiquement tous les cadres de vélo qu'on a aujourd'hui. Ce Pressfit, il vient se visser au milieu. C'est-à-dire que qu'importe la qualité du cadre, qu'importe la manière dont tu vas poser le boîtier, une fois qu'il est lissé, qu'il est en contact contre les deux parties du cadre et qu'il est lissé à l'intérieur, les deux roulements vont travailler automatiquement de façon parallèle. Et le fait de travailler de manière parallèle, déjà il s'use beaucoup moins vite, il crée moins de friction et il y a beaucoup moins de pépins de bruit aussi. Donc le boîtier est un petit peu plus lourd que tous les boîtiers plastiques. Par contre, par rapport à un boîtier plastique, le roulement ne bouge pas dans son emplacement et ligne de rien d'utilisation, il y a quand même moins de friction. Et sur la durée de vie, il y a quand même moins de bruit, moins de parasites, il y a moins besoin d'échanger. Donc on est quand même sur les week-ends de course, c'est quand même assez appréciable. Donc sur tout ce qui est roulement sur le vélo, nous on n'utilise que du black bearing et on en est très content, forcément. Mais et en plus, c'est une marque maintenant qui est revendue un petit peu partout en France dans tous les magasins. Donc il suffit à un magasin d'ouvrir un compte chez eux et puis ils peuvent distribuer. Donc il suffit de regarder sur leur site internet, il y a la liste de tous les revendeurs et on peut se fournir très facilement chez eux. Et sur de la qualité, je pense qu'il n'est pas trop mal. Donc sur tout ce qui est roulement, nous on n'utilise que ça. Qu'importe le roulement. D'accord. Du coup, on va penser à la question d'après. Quelle longueur de chaîne? Quelle est la bonne longueur de chaîne? Comment fait-on pour déterminer le nombre de maillons à couper? Faut-il utiliser les agrafes rapides? Je te livrerai la question telle quelle. Rapide, j'adore. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le document, parce que c'est très difficile de notifier le nombre de maillons qu'il faut, parce que au niveau de la désignation de maillons, ça peut être compris différemment. Des fois, c'est les deux, donc la partie large et la partie petite. Des fois, c'est un. Donc, dans l'idée, le plus simple, sur les groupes 12 vitesses, on retrouve sur pratiquement tous les vélos maintenant, que ce soit Shimano ou SRAM, dans leur document technique, ils ont tous un petit schéma qui permet d'expliquer le nombre de maillons qu'il faut conserver au niveau du dérayeur. Donc, pour les deux, il suffit de mettre la chaîne sur le plateau et sur la grande plaque, sans passer par le dérailleur. Et une fois que les deux parties de chaîne se rejoignent, on regarde le nombre de maillons qui restent. Donc, d'origine, il y en a souvent une dizaine ou une douzaine. Il y en a toujours un petit peu trop. Donc, ça permet de recouper. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que le 12 vitesses demande un peu plus de précision. Donc, dès qu'on va changer de denture de plateau, l'idéal, c'est de changer la longueur de chaîne. Donc, souvent, d'un 30 à un 32 ou d'un 32 à un 34, il faut rajouter un maillon. Et ce maillon, il peut manquer pour avoir un réglage très précis. Donc là, au niveau du document que j'avais fait, il y a une différence pour les tout suspendus et pour les semi-agiles. Parce que forcément, sur un tout suspendu, le déplacement de la roue arrière met plus ou moins le dérailleur en tension. Donc, c'est pour ça que les chaînes sont souvent un petit peu plus courtes sur la tout suspendu. Mais avec ce document-là, ça permet de savoir à chaque fois en fonction du plateau et de la cassette qu'on a, de comment on va couper la chaîne en fonction du dérailleur qu'on a aussi derrière. Donc, il n'y a pas plus précis que ça, de toute façon. Je pense qu'on est pas mal. D'accord. Vous avez vu là, le document, il est bien à l'écran, là, c'est bon? Tu le vois, toi, Thibaut? Ah, moi, je vois, ouais, donc c'est bon. Ok. Et ben du coup, après, la question suivante, c'était sur l'entretien de la chaîne. Comment entretenir? C'est pareil un petit peu que sur la fourche. Dans l'idée, une fois qu'on a lavé le vélo, l'idéal, c'est de le sécher, surtout au niveau de la transmission, parce que ça va éviter tous les points d'oxydation ou de rouille qu'il peut y avoir. Donc, laver le vélo, sécher la chaîne. Une fois que la chaîne est sèche, la lubrifier, parce que c'est l'idéal. De le faire tout de suite après, ça permet de protéger la chaîne et surtout de rentrer un petit peu plus dans le vélo, parce que le problème de lubrifier une chaîne juste avant d'aller rouler,
c'est que du coup, c'est encore très liquide, ça ne va pas pénétrer partout, il va y avoir vite de la rotation et on va perdre pratiquement tout le produit qu'on a mis dessus. Donc, dans l'idée, l'idéal, c'est ça. Vraiment laver le vélo dans son intégralité, essuyer la chaîne, et une fois que la chaîne est sèche, la lubrifier avec les différents lubrifiants qui existent sur le marché. Après, ça, c'est plus ou moins chacun ses préférences, et puis tout dépend des produits qu'on a à la maison, mais, et surtout, lubrifiant dédié au vélo, quoi. Ça, c'est quand même très important. Donc, de ne pas utiliser du... Et surtout, pas de WD. Ça aussi. Ça, on en voit partout, mais interdiction formelle. Donc, il y a beaucoup trop de propriétés différentes dans ce produit à la noix. Le WD-40, nulle part sur le vélo. Même pas sur la ceinture, même pas sur les joints, même pas dans les roulements, nulle part. Donc, parce que ça tendance à tout bouffer, ça expose le plastique. Donc, sur les fourches, ça peut flinguer une fourche en l'espace d'un mois. Et le problème, c'est que sur tous les nouveaux composants au niveau des transmissions, on a des traitements de surface qui sont faits pour durcir le métal. Donc, souvent sur les cassettes, ce qui permet d'avoir des couleurs d'anodisation, ou sur le plateau. Et le WD-40, il a tendance à attaquer cette anodisation ou ce traitement de surface et tout simplement à créer une usure beaucoup plus rapidement, quoi. Pareil sur la chaîne. Les chaînes, elles sont de plus en plus fines, elles durent de moins en moins de temps. Et pourtant, il met des traitements de surface sur les parties métalliques pour durcir un petit peu le matériau et éviter tout simplement on ait besoin d'échanger trop souvent. Le WD-40, ça bouge tout. Donc, éviter dans tous les cas sur le vélo. Aucun intérêt. À part les produits WD-40 dédiés pour le vélo, il y a écrit bike dessus. Donc, ils font plusieurs produits, des lubrifiants, des dégraissants, même des produits pour laver. Mais là, c'est vraiment la partie WD-40 dédiée pour le vélo. Tous les pots qu'on trouve un petit peu partout qui sont bleus, là, WD-40 de base, ça, il ne faut surtout pas l'utiliser. Ça, c'est des merdes. En plus, pour l'environnement, il n'y a pas pire. Mais c'est à ne pas du tout utiliser. Dans aucun cas sur le bike. D'accord, parfait. Dernière question, mais après éventuellement il y aura peut-être des jeunes qui vont rebondir. Ah bah attends, il y a Paul qui me demandait si la chaîne est rouillée, que faut-il faire? Dans l'idée, tu la démontes, tu la laisses traîner 24 heures dans le dégraissant exprès pour le vélo, ou même, au pire des cas, de l'eau avec du savon, avec du liquide vaisselle. Donc ça va permettre de bien la nettoyer. Mais une chaîne qui est piquée, dans tous les cas, elle est piquée, quoi. Tu ne la feras pas revenir en état neuf. Tu peux aussi un petit peu améliorer. Et puis tout dépend des matériaux de chaîne. Donc certaines chaînes qui sont pas en acier et qui vont être en titane, par exemple, il n'y aura pas de corrosion, il n'y aura pas de rouille, quoi. Éventuellement sur les petits pins qui est au milieu, à l'intérieur du maillon, mais la plupart du temps, les chaînes haut de gamme ont quand même d'autres matériaux classiques, ont tendance à moins rouiller. Toutes les chaînes qu'on utilise qui ne sont pas très chères ou les entrées de gamme chez les grandes marques, elles sont en acier, et le problème des chaînes en acier, c'est que du coup, ça roule. Donc, surtout, dans l'idée, il suffit de les sécher, quoi. Donc, si tu la sèches, il n'y a pas de point de rouille dessus. Hein. Et une fois que c'est rouillé, c'est rouillé. Malheureusement, il n'y aura pas de gros retours dans l'arrière. Ouais. D'autres questions? J'en vois pas venir. Au pire, on y reviendra un peu après. Dernière question, c'était sur les freins. Ouais. Quel entretien faire sur ces freins, justement? Alors, du coup, comme pour le reste, hein, lavage à l'eau, pas besoin de mettre des choses qui sont trop agressives dessus. La seule chose qu'on peut utiliser, c'est du nettoyant disque si vraiment on a mis la plaquette ou le disque en contact avec un corps gras, du lubrifiant ou le silicone qu'on a tendance à passer un peu partout sur le vélo. On met un peu sur le disque, on va utiliser un dégraissant frein, ça peut être intéressant. Mais dans l'idée, juste nettoyer avec de l'eau claire ou un produit nettoyant vélo. Et ensuite, par contre, vérifier régulièrement l'état des plaquettes. Parce que ça, c'est la plus grosse connerie que tout le monde fait, enfin, qu'on fait tous. Hein. Mais de ne pas vérifier suffisamment souvent l'usure des plaquettes. Et une fois qu'on a dépassé le témoin d'usure, ou même de toute façon toute la garniture, il ne reste plus que la partie métallique, donc le support de la plaquette. Et cette partie métallique, si elle commence à rentrer en contact avec le disque, elle va abîmer le disque, et puis c'est irrémédiable, quoi. Donc sur certains disques, ça pose moins de problèmes. Tous les disques qui sont assez classiques, c'est pas forcément gênant. Par contre, sur les disques Shimano, qui eux sont à plusieurs couches, il y a vraiment un métal assez souple au milieu. Et pour le refroidir, et puis sur les parties en contact avec les plaquettes, c'est un métal un peu plus dur. Et là, de rouler avec des plaquettes qui sont totalement mortes, on bouffe le disque très rapidement, quoi. Donc vérifier pratiquement toutes les sorties d'usure des plaquettes. Et dans l'idée, au moins une purge tous les 6 mois, quoi. Donc l'idéal, au niveau des purges de frein, à faire ou à faire soi-même, c'est de la faire à chaque fois qu'on change de plaquette. Parce que
une fois que la paire de plaquettes est usée, il y a eu suffisamment de freinage pour détériorer l'huile que tu as à l'intérieur. Et les huiles que tu as dans les vélos, tu as tellement peu de volume qu'elles ont tendance très très vite à s'abîmer. Donc dans l'idéal, ça reste de faire une purge après chaque changement de plaquette, mais au moins faire 2 purges par an, enfin en cours de saison, c'est le minimum. Donc qui permet de conserver un freinage beaucoup plus intéressant. Je vois qu'il y a des questions qui vont arriver. Là, il y en a qui sont en train d'écrire. Est-ce que tu conseilles certaines surfaces de plaquettes par rapport à d'autres pour le freinage ou... Alors, bon, déjà, il y a trois types de plaquettes. Il y a les organiques résine, donc ça, c'est les plaquettes les plus souples, qui durent le moins longtemps, qui freinent le plus fort. Mais honnêtement, 2 jours de merde, tu les changes. Donc c'est ce qu'on utilise pratiquement tout le temps et qu'on retrouve beaucoup en cross-country parce que comme il y a des disques qui sont un peu plus petits et on a besoin de mordants avec, il n'y a pas mieux au niveau de la plaquette organique ou résine. Ensuite, il y a entre les deux, ce qu'ils appellent les semis, les sintered, voilà, semi-métal. Il y a un petit peu de résine, un petit peu de métal. Et là, on va avoir une plaquette qui va durer un peu plus longtemps que la résine et qui va freiner quand même relativement bien, même lorsqu'elles sont froides. Et tout ça, on va l'utiliser plus sur les conditions réellement où il fait beau. Et ensuite, on a plus la plaquette métal, qui elle est très chiante parce qu'elle fait beaucoup de bruit au niveau du disque. Ça, on l'entend rapidement quand les gens sont avec des plaquettes métal. Mais dans la merde, ça permet d'avoir une plaquette qui est beaucoup plus dure et qui, malgré toute la boue qu'on peut retrouver au niveau de l'étrier qui va se mettre entre la plaquette et le disque, l'avantage d'avoir une plaquette qui soit bien dure en métal, c'est qu'elle va tout simplement pas se bouffer par la merde et elle va quand même rentrer en contact constamment avec le disque. Et dans la merde, en tout cas dans les grosses conditions merdiques, la plaquette métal, elle peut être privilégiée malgré le fait qu'elle fait beaucoup plus de bruit. Donc voilà, c'est un juste milieu. La plaquette résine, elle ne fait pas de bruit, elle freine très fort, mais elle s'use très vite. La plaquette métal, elle fait beaucoup plus de bruit quand c'est humide. Elle freine un tout petit peu moins fort sur les conditions idéales, mais par contre, elle s'use beaucoup moins vite. Et après, il y a la plaquette qui est entre les deux. Bon, après, sur chaque marque d'ailleurs de plaquettes, ils ont plus ou moins une gamme qui est entre les deux, où voilà, il va y avoir un petit peu une plaquette un petit peu plus dure que la résine, un petit peu plus souple que le métal, et celle-ci, elle peut être un bon compromis. Mais dans l'idée, en cross-country, en compétition, résine quand il fait beau, et plaquettes métalliques quand vraiment c'est des conditions où il y a beaucoup de merde. Ok. Est-ce que des questions? Alors, Quentin qui nous pose la question, problème de bruit au niveau de mes disques pendant pas mal de temps quand je freinais, même en ayant nettoyé les plaquettes ainsi que les disques. Que faire? Est-ce qu'il peut te dire exactement Quentin, j'ai envie de dire, ouvre ton micro et puis voilà, pose la question directement, comme ça sera plus précis. J'ai eu pas mal de problèmes en fait. J'ai nettoyé mes vélos à chaque entraînement avec de l'eau, ainsi que du savon. Et le problème, c'est que même en faisant ça, en essuyant tous mes disques, en démontant mes plaquettes, en démontant mes disques, en les nettoyant proprement, et à chaque fois que je les remettais, ça faisait du bruit et ça pendant 2 mois quoi. Ça fait du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que je nettoyais tout le temps. Et du coup, ça faisait du bruit quand tu freinais ou ça faisait du bruit même quand tu ne freinais pas? Quand je freinais, tout le temps quand je freinais. Et du coup, tu avais quoi comme plaquette dessus? J'étais sur des Scott, donc c'est des plaquettes spécifiques, je crois, en plus, sur les Scott. Ok, donc c'était en frein, t'as quoi? T'as du SRAM? Du SRAM Level. Ouais, c'est ça. La Le plupart du TL temps, ou le TL, je sais plus. ouais, c'est ça. La plupart du temps, de mémoire, d'origine, elles sont vendues avec des plaquettes métal. Et le fait de monter des plaquettes métal dessus, forcément, tu as un petit peu plus de bruit au freinage. C'est du bruit de grincement et ça peut faire beaucoup de bruit, surtout quand quand tu n'as que de la pluie. Quand tu as de la merde, ça fait un peu moins de bruit. Et quand tu n'as que de la pluie, ça couine, quoi. Ça couine vraiment. Et ça, c'est le problème de la plaquette métallique quand on est vraiment gêné par le bruit. Dans l'année, tu as beaucoup d'autres marques que SRAM qui va te proposer des plaquettes, même si déjà les plaquettes SRAM organiques ou résine vont faire moins de bruit, et tu en as plein d'autres. Moi, celle que j'aime beaucoup utiliser, mais qui dure vraiment pas beaucoup longtemps, c'est les VAR, donc en plus c'est une marque française, et qui elle propose des plaquettes résine avec un tout petit peu de renfort céramique. Ça permet d'avoir un tout petit peu plus de maintien au niveau de la chauffe. Par contre, c'est des plaquettes que tu manges très rapidement, quoi. Donc elles ne sont pas très chères, c'est une dizaine d'euros, mais tu les bouffes dans les conditions de merde, tu les bouffes très rapidement. Par contre, elles vont vraiment pratiquement pas faire de bruit, et en termes de puissance de freinage, ça va pratiquement pas mieux, quoi. Mais déjà, le fait de passer sur les organiques,
tu devrais plus avoir de bruit. D'accord. Est-ce que tu pourrais me répéter juste la marque, s'il te plaît? Alors, du coup, c'était VAR, V-A-R. D'accord, merci. Et dans l'idée, si en magasin, ils ne les ont pas, essaye déjà les SRAM en organique. Hein. Donc, juste les organiques. Alors, de mémoire, ouais, c'est ça, c'est des organiques chez SRAM, c'est pas des résines. Donc, tu leur demandes, et rien que ça, tu devrais avoir beaucoup moins de bruit. Quoi. Donc, parce que un système de freinage qui est propre, avec des bonnes plaquettes résine, tu n'as pas de bruit. Donc, si tu me dis qu'en plus, tu l'avais plusieurs fois, et quand tu freinais, tu avais quand même de la puissance ou pas? Bah, des fois, quand je freinais, j'avais l'impression que ça freinait pas fort, quoi. J'étais obligé de forcer vraiment sur mes freins pour que ça freine. Des fois, j'ai l'impression que ça freinait pas. Et Des les fois, disques, je changeais mes plaquettes et au bout de 2 semaines, j'ai été obligé de rechanger parce que ça refaisait déjà du bruit. ouais. Mais là, honnêtement, je pense que c'est vraiment la qualité des plaquettes. Si jamais tu as l'emballage des plaquettes que tu utilises, tu peux les envoyer par mail en photo. Donc, D'accord. au moins que tu lises ce qui est écrit sur la plaquette, parce que c'est quand même noté dessus. Soit tu vas avoir écrit Sintered métal, sinon tu vas avoir écrit organique, ou après, il me semble qu'il y a écrit métal. Donc, de toute façon, c'est écrit sur l'emballage. Et si c'est de la plaquette intermédiaire ou de la plaquette métallique, c'est normal que ça fasse du bruit. Après, est-ce que ça faisait du bruit même quand c'était sec? Bah, là, le PDF, ça faisait du bruit et au Ménior aussi. Ouais, mais il y a beaucoup de poussière. Donc, dans Ouais. l'idée, ça va assez. Et au niveau de ton rodage, tu as tendance à le faire correctement? Tu as déjà expliqué comment le faire ou pas du tout? C'est souvent mon père qui règle mes vélos. Ok. Donc, pareil, Rodage, tu parlais du rodage, Thibaut. Hein. le rodage, très très important. Ça fait peut-être un petit point rodage plaquette, vas-y, ouais. Ouais, on va le faire ça parce que c'est quand même. Faut savoir c'est le rodage qui va permettre d'obtenir du freinage. Et si le rodage est mal fait, dans tous les cas, dans toute la durée de vie du disque et de la plaquette, ça sera moins performant. Bon, après, il faut vraiment les nettoyer, vraiment les frotter et refaire un petit peu la surface de freinage. Dans l'idée, avant d'installer les plaquettes neuves, on nettoie le disque avec du dégraissant. Disque, vraiment le produit comme pour les disques et qui va laisser aucun dépôt. Une fois que le disque est nettoyé, on installe les plaquettes neuves. Et une fois que les plaquettes neuves sont installées, l'idéal, c'est de faire entre 10 et 20 freinages de 2 secondes, sans appuyer trop fort. Donc, ça permet de le faire en test parking ou devant chez soi. Ensuite, on va faire pareil, une dizaine de freinages un petit peu plus longs, on va appuyer pendant 5 secondes. Et on va finir le rodage avec une dizaine de coups de freinage de 2-3 secondes, mais avec un peu plus de puissance, pour essayer de vraiment un peu bloquer sur l'arrière ou l'avant. On va sentir le freinage arriver progressivement. Une fois qu'on a fini cette petite période d'une trentaine ou quarantaine de freinages, on va mettre un petit peu d'eau sur le disque et sur les plaquettes pour nettoyer toute la poussière de rodage qu'il va y avoir, qui a la tendance à se mettre entre le disque et la plaquette, et qui va tout simplement retirer un petit peu de puissance de freinage entre les deux. Parce que dès qu'il y a un petit. De toute façon, à partir du moment où il y a le moindre dépôt entre la plaquette et le disque, il y a moins d'accroche, et du coup, moins d'accroche, moins de freinage. Quoi. Donc, c'est très. Enfin, pour moi, je pense que c'est même essentiel, une fois qu'on a fini la période de rodage, de mettre un petit peu d'eau sur la plaquette et les disques pour faire tomber cette poussière, pour bien nettoyer le système. De suite, avec de l'eau, ça va freiner beaucoup plus fort. On fait quelques freinages avec l'eau, donc du coup, on va avoir beaucoup de puissance. On va laisser sécher le vélo un petit peu. Et ensuite, quand on va reprendre le vélo, l'idéal, c'est sur le premier quart d'heure de sortie, c'est de pas faire de freinage de plus de 10 secondes. On freine énormément, on fait chauffer le système, de suite. Il faut y aller progressivement et faire monter en température le plus lentement possible. Quoi. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà leur vélo de 2021 ou est-ce que personne n'a reçu encore? Vous pouvez l'écrire à ceux qui ont déjà le vélo 2021. Ceux qui les ont, ils ont beaucoup de chance en tout cas. Ouais, c'est pour ça que je demande aussi ça un petit peu, mais bon, ben voilà, si vous l'avez déjà pas, c'est que vous pourrez faire ce bon petit rodage là, comme vient de vous écrire Thibaut. Ouais, non, parce qu'un bon et un mauvais rodage, c'est du simple double au niveau de la puissance de freinage. Et c'est surtout hyper agréable d'avoir des freins qui répondent de suite, qui soient dosables, qui ne soient pas trop off. Et la plupart du temps, le fait de voir monter les plaquettes et de suite y aller, et puis de suite partir à l'entraînement, tu brûles tout. Et pendant toute la vie de tes plaquettes, ça ne sera pas génial. Quoi. Donc ça sera entre les deux et ça freinera sans être incroyable. Et bon, dans l'idée, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Ça, je pense. C'est clair, sans compter ceux qui ont déjà failli se tuer en partant dans la première descente sans avoir rodé les freins et qui n'avaient
Je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois, mais voilà. Il y a Tatiana qui nous demande, lorsque le disque a bleui, est-ce qu'il est mort? Dans l'idée, ben, ça dépend un peu des marques. Parce qu'il y a certains modèles de disques qui ont beaucoup moins de matière et qui, du coup, le fait d'avoir moins de matière, ils ont tendance à monter beaucoup plus en pression. Et en plus, tout dépend de l'alliage utilisé pour faire le disque. Dans l'idée, un disque qui a bleui, ouais, il a quand même déjà beaucoup chauffé. De là à dire qu'il faut le changer, ben, pas forcément, parce que la plupart du temps, c'est pas forcément la partie surface de freinage qui a bleui. C'est souvent au niveau de la jonction entre on va dire les barres en métal qui partent du moyeu et qui vont sur la surface de freinage. On va avoir un petit peu tendance à cet endroit-là, avoir un petit peu de bleu. Mais déjà, un disque qui a bleui, c'est que vraiment il est monté en pression, quoi. Et donc, s'il est monté en pression, soit c'est qu'on a tendance à avoir un circuit où il a fallu beaucoup freiner et c'était pas évident de faire différemment, soit il n'y avait pas beaucoup d'accroche entre le disque et la plaquette, du coup on reste tout le temps en position de freinage et du coup ben, ça a tendance à monter en température mais sans avoir aucun point d'accroche, quoi. Et du coup ouais, ça freine mal et pourtant on fait chauffer à outrance le disque et la plaquette, quoi. Donc, par contre, ce qui peut être important après un gros week-end, le système en tout cas le disque a bleui, ça peut être de faire une purge. Donc ça, mine de rien, si le disque a bleui, c'est-à-dire que tout le système à l'intérieur a dû vraiment chauffer. Et l'huile, à partir d'une certaine température, mais forcément, elle se désagrège un petit peu, petit à petit. Et si vraiment on fait beaucoup chauffer le système, une purge, ça peut être intéressant. Après, le changer à chaque fois que ça bouillit, pas forcément obligatoire, je pense. Donc c'est plus ouais, ressenti. Voilà, je peux pas avoir une meilleure réponse que ça. Oui, non, mais c'est pas évident après quand on voit pas le vélo et le matériel. Voilà, mais bon, déjà. Et tu nettoies le système et puis ça repart comme neuf. Alors que des fois où s'il y a vraiment peu de surface, tous les disques qui sont ultra light, c'est eux qui ont tendance à bouillir le plus facilement. Et eux, s'ils ont bouilli et qu'en plus il y a vraiment beaucoup d'ajournements au niveau de la surface de freinage, mais là ça peut quand même plus facilement valoir le coup de les changer, plutôt que toutes les marques, les grandes marques, les Shimano, les SRAM, les Magura, qui ont quand même beaucoup plus de surface de freinage, qui sont souvent un petit peu plus lourds et qui par contre, eux, ont tendance à moins facilement bouillir et à conserver un freinage un petit peu plus intéressant, quoi. Donc ça aussi, sur l'ajournement des disques, moins il y a de matière sur laquelle la plaquette est en contact, moins il y a d'accroche et plus il y a d'usure. Donc c'est bien d'avoir des disques ultra light, c'est bien de gagner un petit peu de poids sur les disques, et encore, parce que c'est pas en périphérie de la roue, donc les 10 grammes, 15 grammes qu'on va gagner sur un disque, c'est pas forcément ce qui va nous faire gagner vraiment des watts ou en tout cas en sensation. Mais par contre, c'est ce qui va nous faire perdre un petit peu en puissance de freinage et qui va faire que la plaquette s'use beaucoup plus vite, quoi. Donc c'est quand même important, je pense, d'avoir des disques qui soient assez qualitatifs. Donc les disques trop légers, il n'y a pas forcément d'intérêt. Pour faire la compétition. Oui. Aussi. Si tu as un vélo très light, bon, tu te fais plaisir. Et si tu veux faire la compétition, avoir quelque chose qui freine, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui tient, quoi. Ouais, on répétera jamais assez, mais voilà, hein, c'est la fiabilité qui compte avant tout, hein. Vous êtes tous des top athlètes, des watts en général, vous en avez bien ce qu'il faut. Par contre, arriver au bout de la course en ayant pu donner le maximum de vous-même, que ce soit dans les descentes, dans les montées, et sur tous les secteurs, ça se fait uniquement si vous avez un vélo fiable quasiment du début de l'année à la fin de l'année. Parce qu'une fois que vous avez commencé à crever une ou deux fois, à péter une chaîne, à avoir pas de frein, à avoir quelques pépins comme ça, ben forcément vous perdez de la confiance dans le vélo, dans vous, et derrière ben, ça détériore et il faut retrouver cette confiance. Et donc voilà, la fiabilité sur le vélo, comme à l'entraînement, c'est ce qu'on vous conseille et qu'on aura de cesse de vous conseiller. D'ailleurs, à ce sujet-là, il n'y avait pas eu de questions sur les pneumatiques. On y reviendra peut-être un petit peu après parce que Tatiana te relance sur est-ce que lorsque le liquide de frein est sale, entre parenthèses, il y a des particules, est-ce qu'il faut vidanger? Oui. Oui, parce que c'est le meilleur moyen de boucher le système. La plupart du temps, donc on va faire ça aussi c'est plus ou moins important. Il y a deux grandes catégories de freins sur le marché au niveau du fonctionnement. Il y a les freins qui fonctionnent avec du produit de la DOT, donc c'est ce qu'on retrouve y compris dans tous les modèles automobiles, les motos, les bagnoles qui utilisent de la DOT. C'est un produit qui est beaucoup plus nocif, qui a une température de chauffe
qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que la dot, on peut le faire monter à 400 degrés. L'huile ne va pas trop s'allumer. Par contre, le gros problème, c'est que ça a tendance à tout bouffer. Donc les freins, souvent à base de dot, ont tendance à moins bien vieillir. Au cours de l'année encore, ça va, mais sur les 2-3 ans, si on garde un vélo plusieurs années, la dot a tendance à bien abîmer le système de freinage. Et tout ce qui est joint, piston et mètre cylindre, donc toutes ces parties qui sont en mouvement dans le freinage, il y aura tendance à devoir les changer plus souvent. La deuxième grande catégorie de freins, c'est tous les freins qui sont à huile minérale. Donc là, on va retrouver les nouveaux Formula, les Shimano, les Magura, et grosso modo, c'est à peu près tout. Il me semble que les TRP sont aussi avec de l'huile minérale. Et là-dessus, je ne suis pas forcément sûr. Mais sur ces trois, donc sur tous les modèles à l'huile minérale, c'est très intéressant parce que c'est une huile qui agresse beaucoup moins le frein et en durée de vie, on est quand même sur quelque chose qui tient beaucoup plus longtemps. Par contre, c'est une huile qui va avoir une température d'ébullition qui est 2 fois moins importante que le DOT et qui, du coup, sur les gros moments de chauffe, elle va brûler. Et quand elle brûle, elle fait ses petits dépôts noirs et elle se transforme en huile noire. Et le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, toutes ces petites particules qui sont en dépôt, elles vont aller se mettre dans certains coins et elles vont stagner. Et au bout d'un moment, tout simplement, ça va créer des bouchons. Donc, c'est des leviers de frein chez Shimano qui peuvent devenir très durs ou à contrario très mous. Ou d'un coup, on va freiner, le levier va être mou et on va refreiner, le levier va devenir dur. Parce qu'en plus de ça, c'est que quand elle va brûler, elle va tendance à créer un petit peu de. On va dire ça comme ça, d'air. Donc, ça va créer de la bulle plus facilement sur du système à base d'huile minérale plutôt que sur du système DOT. Et du coup, les huiles minérales, dès qu'elles sont un petit peu noires, il faut les vidanger en entier, nettoyer le système et puis replonger avec une huile toute propre. Donc c'est l'idéal. Ok. Tiana, elle met les mains dans le cambouis en tout cas. Hein. Alors, je sais pas si c'est pas. De faire un méca sur son vélo. Savoir ce qu'on fait, de connaître la mécanique, c'est aussi, ça peut aussi rebondir sur les premières questions de comment expliquer à mon mécano et voilà, quelle discussion avoir avec lui. Essayer d'expliquer pourquoi quelque chose ne marche pas si on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus délicat que de temps en temps de regarder ou d'essayer de comprendre comment marche un blocage, comment marche une manette, comment marche un dérailleur, pourquoi il se déplace, pourquoi il bouge la chaîne dans tel sens. La mécanique, c'est aussi la manière dont ça fonctionne. Il faut réussir un petit peu à le mémoriser et à vraiment essayer de comprendre parce que au niveau de certaines discussions, ça peut être très important de savoir quoi on parle, quoi. À la fois sur les discussions et à la fois sur le terrain, parce que des fois, vous n'êtes pas forcément au poste de mécanique, et ça commence à dérailler, à machin, à bidule. Et donc, il faut aussi savoir un petit peu bidouiller son vélo, donc c'est important. Ouais, du coup, à moins qu'il y ait d'autres questions là, mais vous pouvez aussi les poser, il n'y a pas de souci, au fur et à mesure, s'il en reste. C'est par rapport aux pneumatiques, est-ce que par rapport à certaines jantes, moi ma question, ça serait par rapport à certaines jantes, est-ce qu'il y a différentes profils de largeur de pneus, tu vois ce que je veux dire, le tringle par rapport pour s'adapter à ces jantes de plus en plus larges. Parce qu'on a l'impression, par rapport aux crevaisons en tout cas qu'on peut voir sur le bord des courses, que il y a des combinaisons qui sont moins bonnes que d'autres. Je ne sais pas si tu as cette impression ou si tu as vu des choses. Dans l'idée de base, de toute façon, toutes les marques proposent des pneus ultra light et des pneus renforcés. Rouler avec des pneus ultra light en compétition, c'est prendre un risque. Donc, parce que même si on est très propre techniquement, la moindre petite erreur, le pneu light, il n'est pas du tout fait pour absorber un gros écrasement contre la jante ou le fait de taper ou de freiner sur quelque chose de pointu. Et du coup, il va avoir tendance à se déchirer beaucoup plus facilement. Donc déjà, l'intérêt d'avoir des pneus ultra light en compétition, bon, il se discute. Après, chacun prend sa décision. Un pneu ultra light, tu crèves, peut-être qu'avec un pneu renforcé, mais cross-country, il n'y a pas des pneus de DH non plus, des pneus à peine renforcés, peut-être qu'il aurait pu tenir. Ensuite, ce qu'on voit apparaître de plus en plus là, dans le marché depuis 3-4 ans, 3-4 ans, Duke par exemple a proposé très très rapidement, et je pense même que c'est un des premiers à l'avoir proposé, sont des jantes avec des largeurs différentes entre l'avant et l'arrière. Parce qu'on demande au niveau du train roulant des fonctions différentes entre le pneu avant et le pneu arrière. Devant, on demande à ce que ce soit stable, confort et avoir beaucoup de grip sur l'angle. Derrière, on demande à ce qu'il y ait on va dire quand même une inertie un petit peu différente de l'accroche, mais surtout du rendement.
Donc, du coup, on se retrouve avec des jantes qui sont un petit peu plus larges devant, un petit peu moins larges derrière. Et du coup, ça permet voilà, de jouer sur la même largeur de pneus, de jouer sur des ballons un petit peu différents. Plus la jambe va être large. Donc, ce qu'on retrouvait il y a quelques années, c'était les jambes qui faisaient 21. Maintenant, on était passé en 25, 26, et là, on passe en 30. Donc, en espérant que ça s'arrête là. Mais le fait d'augmenter la largeur de la jante, ça permet de disposer d'un ballon un petit peu plus important au niveau du pneu. Et du coup, au niveau de la déformation, c'est un petit peu pareil que dans une suspension. C'est que plus il y a de volume, plus le pneu va avoir une déformation, on va dire, un petit peu plus souple, un petit peu plus agréable. Et du coup, on va gagner beaucoup plus en confort, parce que mine de rien qu'avec une bonne pression sur un pneu et puis avec un ballon un petit peu plus important, avec le même réglage de suspension, on se retrouve avec un vélo qui est beaucoup plus agréable à rouler, beaucoup plus sécurisant. Et en tout cas, sur la partie avant, ça va être surtout ça, quoi. D'avoir une jambe plus large, un ballon plus important, un pneu qui se déforme davantage avec la même pression et qui, du coup, devrait s'écraser un petit peu moins aussi. Derrière, le fait que la jambe soit un petit peu moins large, elle est aussi un tout petit peu moins exposée au choc, puisque c'est souvent la roue arrière qu'on a tendance à allumer. Et avec un ballon de pneu un petit peu moins important, on a tendance à se durcir un petit peu plus vite. Et c'est un peu comme dans une fourche quand tu mets des tokens. Le pneu va se déformer, il va se durcir au niveau de la déformation beaucoup plus rapidement sur la partie arrière que sur la partie avant. Et du coup, on va avoir au niveau du pneu, on va avoir une déformation, mais surtout un maintien qui est un petit peu différent. Et du coup, on va gagner en rendement, mais derrière, on va aussi protéger la jante un petit peu plus facilement que devant, quoi. Donc ouais, au niveau du train de pneus, il y a quand même beaucoup de choses sur le marché. Et le fait que ça se soit élargi, c'est vrai que les jantes maintenant qui sont en 30 vont aussi avoir tendance à être étudiées pour des pneus plus larges que ce qu'on retrouvait avant, quoi. C'est même pas adapté de rouler avec des pneus en 2.0 sur des jantes en 2 de large, quoi. Donc en 30 de large. 30 de large, il faut au minimum du 2.10 et l'idéal c'est du 2.20, 2.25, voire 2.35, quoi. Donc on le voit de plus en plus, hein, des pneus en 2.35. On a beaucoup de motricité, on a un gros ballon, on a beaucoup de confort, ça permet de mettre un petit peu plus de pression dans le pneu et on est sécure à fond, quoi. Ouais, et puis pour en revenir, j'avais réécrit en gros fiabilité, mais voilà, c'est clair que le light, c'est pas adapté, ou alors à très peu de parcours. En tout cas, Junior Series et puis Coupe du Monde, hein, on est bien d'accord, quoi. Donc, à nouveau, si on commence à crever une fois, deux fois, hop, on se tend, on est plus aussi souple derrière sur le pilotage. Et finalement, le peu qu'on avait voulu gagner avec, ça se joue souvent à 30, 40 grammes, hein, et bien au final, on le repère très rapidement derrière. Donc, voilà, attention aux combinaisons un peu farfelues. Aller chercher le fiable, aller chercher du pneu, voilà. Et puis aussi avoir un train de pneus pour quand c'est sec et un train de pneus pour quand c'est mouillé. Ça reste la base, quoi. Voilà, de pouvoir rouler dans le gras avec des pneus bout, ça fait la différence. On l'a encore vu, nous, largement sur le mondial cette année, mais c'est pour ça que je remets une petite couche là pour vous qui allez arriver sur les compétitions internationales cette année ou dans les prochaines années, mais voilà. Donc voilà, de la fiabilité et puis du matos qui est adapté au terrain qu'on retrouve, quoi. Voilà. Il y a Juliette qui nous demandait pour les boyaux, à combien on peut descendre en pression au max? Pour les boyaux? Pour les boyaux. Là, dans l'idée, Il reste quoi comme boyau en VTT là? il reste pratiquement plus rien. En VTT, il n'y a plus aucun intérêt d'utiliser le boyau. Ouais, c'est pour ça que je voulais peut-être résumer la question, à moins que Juliette, tu nous parles de cyclocross, mais Je pense que c'est plus sur du cyclocross, ouais. Dans le cyclocross, il y a beaucoup d'utilisation de boyaux et c'est encore bien plus intéressant que tu laisses. Mais dans les VTT, aucun intérêt, quoi. On crève beaucoup trop souvent. Changer un boyau, c'est 48 heures. Donc en VTT, au moins, ce que tu as dans le camion. Et non, c'est pas intéressant. En plus, c'est lourd et ça se change difficilement. Non, en cyclocross. en cyclocross, je peux te faire la réponse, parce que moi j'ai beaucoup d'expérience, voilà. Et c'était plus pour la partie VTT, ça m'étonnait, voilà, qu'on parle de boyaux. On n'en voit plus, ouais, voilà, Juliette en des boyaux en VTT, mais sinon en cyclocross, écoute, quand c'est vraiment gras, tu as connu du Besançon, par exemple, voilà, pour les filles, c'est du 800-900 grammes, quoi, en pression minimale, quoi. Mais il faut quand même être habitué à rouler avec ces pressions basses, sinon
tu vas pas être à l'aise non plus. Ouais. Voilà. Il y a Quentin qui nous demande, les pneus Michelin Jet valent-ils le coup sur terrain sec ou vaut-il mieux rester en Michelin Force? Alors, attends, on regarde juste un truc. Que j'en ai et je ne sais plus lesquels c'est. La différence entre les deux, ça, c'est les forces. Ok, le jet, c'est celui qui a les petits triangles. Là. Ouais. Non, terrain sec, le jet. Le jet, parce que terrain très sec et dur, le jet. Parce que ça te permet de garder clairement la motricité, du grip, du contrôle, du rendement. Donc, pas forcément trop d'intérêt à rajouter du crampon et de la perte de rendement sur un terrain où tu n'as pas de perte de grip. Par contre, sur du terrain, il y a énormément de poussière en termes de volume. Où des fois, tu as des piscines de poussière, quoi, comme on dit. Là, ça peut être intéressant éventuellement de mettre un pneu avec un petit peu plus de grip devant pour sécuriser dans les descentes. C'était léger il y a 2 ans. Tu y étais, toi, Mathieu? Oui. Donc, il y avait vraiment des endroits où il y avait tellement de poussière que du coup, il fallait enfoncer le pneu dans la poussière pour choper du grip. Et devant, c'était peut-être intéressant d'avoir un petit peu plus de crampons, quoi. Mais le jet, le force, pardon, il est quand même plus adapté pour les conditions presque intermédiaires, quoi. Donc, c'est intermédiaire, ouais. C'est pas forcément un pneu mou, mais dès que c'est un peu gras ou dès qu'il y a des endroits avec un petit peu de racine ou de la perte de contrôle ou de grip, là, le pneu force peut être intéressant, quoi. Mais le jet, à partir du moment où c'est sec et où les conditions sont bonnes, il est à privilégier dans tous les cas, quoi. En tout cas, chez nous. On est plutôt sur un pneu sec, le jet, et un intermédiaire, le force. Et puis après, derrière, on va chercher un pneu bout, un mud ou quoi pour les sorties bout. Hein, voilà. Mais chaque gamme de chaque marque a ces gammes-là comme ça, voilà, avec du sec, de l'intermédiaire et de la boue. Je pense aussi, voilà, quand tu parles de poussière, parce que les coureurs n'ont peut-être pas tous, enfin, sûrement pas même couru au G, mais voilà, je pense à Pleuc en général, où ça devient aussi de la grosse poussière, quoi. C'est ça, non, mais en plus, vraiment, dans la grosse poussière, le fait d'avoir un tout petit peu plus de crampons derrière, il n'y a pas forcément d'intérêt, sauf si tu perds vraiment beaucoup de grip. Mais d'en avoir devant, tu sécurises. Et dans l'idée, c'est con quand même de ne pas chercher à sécuriser en avant sur une course de VTT. Toi, des fois, faut pas hésiter à mettre un tout petit peu plus de grip, un tout petit peu moins de rendement et sécure ta course et pouvoir la terminer sans chute, sans te foutre au tas à chaque virage, quoi. Ouais. Et d'autant plus que, voilà, n'hésitez pas à faire à monter des trains différents à l'avant et à l'arrière. Hein. Je pense que ça, c'est aussi très judicieux, souvent. Et puis, voilà, pensez aussi que quand vous faites vos recos, allez chercher toujours un peu plus fiable pour la course quand c'est déjà limite au reco. Parce que au reco, on n'est pas à l'allure de course, on n'est pas oxy de la montée avant. Et voilà, en course, on voit toujours un peu plus vite les limites du matos que l'entraînement. Exactement. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions comme ça, ou en tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant, Thibaut. Bon, après, je ne suis pas non plus le roi de la mécanique, mais il y avait quand même plein de petits trucs ingénieux à faire que tu nous as donné, je trouve. Après, voilà, bon, il y aurait le deuxième niveau, c'est formation mécanicien, je pense. Voilà, ou peut-être trouver un niveau intermédiaire pour ceux qui voudraient beaucoup plus d'infos là sur la mécanique et tout. Et là, à ce compte-là, ben voilà, renvoyez-moi des questions et on pourra refaire un deuxième niveau de mécanique si besoin. Les questions trop théoriques, les réponses, ça va ressembler à rien. Donc, c'est pas intéressant. Sur le réglage, il y a vraiment énormément de choses à faire. En VTT, tu ne peux plus te permettre maintenant d'avoir un tout suspendu qui soit pas réglé correctement. Enfin, c'est complètement inutile. Mais il y a tellement de réglages, il y a tellement de possibilités qu'il y a vraiment possibilité de trouver quelque chose qui soit beaucoup plus adapté à chaque terrain. Donc sans partir sur des réglages hyper complexes, mais une fois qu'on comprend l'intérêt de chaque réglage par rapport à chaque situation, on en arrive, automatiquement, on arrive sur un terrain, devant on prend un peu trop de débattement, boum, on va gonfler un peu plus, ou à contrario, on ne prend pas assez, ou on cherche vraiment du confort et du grip, on va descendre un petit peu. Et ça, les automatismes, ils vont venir petit à petit, quoi. Et dans l'idée, c'est quand même très intéressant de savoir régler soi-même ses suspensions. Parce que quand vous roulez à l'entraînement, on n'est jamais là, il n'y a jamais un mécano qui vous suit tout le temps. Ou alors peut-être chez quelques coureurs, mais bon, il n'y a pas beaucoup. Mais de savoir l'incidence de chaque réglage et le ressenti qu'on va avoir derrière, c'est quand même relativement important, quoi. Ça permet rien que sur toutes tes sorties d'entraînement d'adapter
fonction de ce dont tu as besoin, quoi. Ouais. Moi, je Donc, suis content du coup parce que ben voilà, la plupart là, des cadets, là, les jeunes là, qui étaient au stage génération là, en octobre, on n'avait pas pu finir la semaine, on va dire, parce vous aviez dû rentrer un petit peu avant. Hein. Vous avez pu être là et donc ça a pu vous mettre à jour là, sur la mécanique qu'on n'avait pas pu faire avec Pierre. Donc ça, c'est top. Et puis bah, les autres, je pense que voilà, vous avez aussi appris pas mal de choses à mettre en pratique. Et puis, bah, n'hésitez pas surtout voilà, à tester. Il faut tester une fois que vous avez votre nouveau vélo là. Donc j'ai vu c'est Paul là que le Père Noël allait passer très bientôt a priori, mais les autres ça va j'espère bientôt arriver. Voilà, n'hésitez pas à un peu tout tester parce que il y a que comme ça un petit peu au début un peu en essai-erreur et puis après en discuter avec le mécano de votre team ou du magasin et affiner un peu ces possibilités là. Il y avait Atis qui était peut-être en train de poser une question par écrit. Je sais pas si Atis tu voulais poser une dernière Ouais, en fait, question. elle s'envoyait pas la question. Ouais, mais vas-y, pose-la comme ça, et après, voilà. Ouais, je voulais demander, il y a quoi comme pneu qui serait assez light et en même temps qui crève rarement, quoi, qui soit assez solide en même temps. Bon, alors, forcément, je vais parler de plusieurs marques parce qu'il n'y a pas qu'une seule marque. Nous, on est quand même relativement contents, forcément, des Massy, parce qu'on les utilise et que les coureurs, en plus, ont la possibilité de rouler avec d'autres pneus. Mais clairement, je pense qu'ils n'ont jamais pris le départ avec autre chose que les Massy. Nous, c'est fabriqué chez Maxxis, enfin, grosso modo par les usines de Maxxis, donc c'est un peu les mêmes technologies. Donc, qu'est-ce que tu as de qualité? Grosso modo, toutes les marques ont des pneus qui sont relativement qualitatifs. Moi, j'aime beaucoup les Maxxis, et j'aime beaucoup les nouveaux Schwalbe, mais ça reste un avis perso. Dans l'idée, tu n'as pas mieux que d'essayer, quoi. Donc, parce que te dire qu'un pneu est mieux qu'un autre, bah, dans certaines conditions, oui, à un certain point, une certaine pression, avec un certain réglage, avec un certain vélo. Donc ça, je ne peux pas te dire ce qui est vraiment bien. En solidité, nous, on n'est pas beaucoup embêtés. Les Maxxis qui sont renforcés avec une petite base d'exo, ils ne sont pas embêtés non plus. Les nouveaux Schwalbe qui sont renforcés, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de crevaisons. Et de toute façon, toutes les crevaisons qu'on voit, la plupart du temps, c'est sur les pneus light, quoi. Donc tu prends les Michelin, tu prends les light, il y a beaucoup plus de crevaisons. Tu prends les renforcés, il n'y a pratiquement plus de crevaisons. Les Vittoria, c'est pareil. Tu tentes en pneus ultra light pour renforcer sur les pneus qui sont renforcés comme des pneus de crevaison. Donc dans l'idée, c'est surtout les pneus que tu vas choisir en définitive qui va te faire, qui va faire que tu vas crever régulièrement ou pas, quoi. Et ton pilotage. Ça aussi, c'est un petit peu important. Oui, il y a le pilotage, mais c'est vrai que, ben voilà, Ok. après, voilà, dans le paddock, hein, ça discute aussi pas mal, et puis tu vois autour de toi, hein, souvent les pneus qui crèvent le plus, bon, moi je vais pas faire de mauvaise pub, parce que on n'est pas là pour ça, mais clairement, voilà, on voit un petit peu en dépatouillant au milieu des teams, là, qui passe du temps dans les zones mécaniques ou pas pendant les courses, quoi. Hein. Donc ça, je pense que vous le voyez aussi, vous n'êtes pas idiot, ou alors vous regarderez vite là sur les premières coupes de France, surtout à Marseille, c'est là on voit beaucoup de choses dans les caillasses là. C'est souvent instructif. Et puis des fois, il y a un petit peu, j'ai trouvé des séries quoi. Il y a des marques qui envoient des séries où ça crève pas et toute une série d'un team où ça fait que crever. Et donc ça, c'est je pense, voilà, dans la fiabilité de certaines confections, je ne sais pas comment ça se passe, voilà. Mais en tout cas, comme dit Thibaut, si vous prenez pas les séries light, quand même moins de chances de crever. Dès que tu vas partir sur du pneu light, des disques light, tout ce qui est vraiment le light, enfin, quand je dis tu, Atis, parce que c'est toi qui as posé la question, mais voilà, c'est valable pour tout le monde. Vous allez vous mettre souvent dans des situations un peu périlleuses quand même. Voilà. Ah, ouais, c'est sûr. Après, tu roules avec quoi comme pneu? Ah, il y a la cosmique. Moi, cette année, j'ai roulé avec des Hutchinson et j'ai pas crevé. Par contre, là, depuis que je suis rentré au pôle, je crois que j'ai crevé 7 fois ou un truc comme ça, alors que j'ai pas arrêté de changer de pneus. J'ai mis de tout, des Maxxis, des Schwalbe et tout. Et j'ai crevé avec un peu toutes les marques, quoi. Ok. Tu roules avec un nouveau vélo ou pas du tout entre les deux? Non, j'ai juste changé. Ok. Et au niveau de tes jantes, tu as quoi comme largeur?
Tu le sais, ça, ou pas du tout? Actuellement, j'ai des Juke, elles sont quand même assez larges, C'est des- surtout à l'arrière. Et en course, c'est des Astérion, donc elles sont pas trop larges. Elles sont pas trop larges. Ok. Et en pression, tu roules à combien? Je sais pas, je dois mettre un 2, un 3. Ouais, non, pourtant tout correspond. Hmm. Et tu crées plus de l'avant ou de l'arrière? Euh, Honnêtement, j'ai dû crever 3 fois de l'avant et 4 fois de l'arrière. Ouais, donc en plus, non, non. Et tu m'as dit que tu as essayé Max 6, tu as essayé Schwalbe. Ouais, j'ai essayé les deux. T'as essayé Massy? Non, j'ai pas essayé. Il est sympa, Thibaut, parce que t'as vu, il est pas là pour te fournir les 5 cam. Non, non, mais ce que tu veux, je veux dire, nous, ça, entre guillemets, ça parle de même, quoi. Je veux dire, sur les 4 dernières années, on a eu, ouais, sur le nombre de courses qu'on a fait, on a eu que 2 crevaisons en zone technique, quoi. Après, est-ce que ça peut pas être les fonds de jantes? Ben, Ah ouais, c'est possible. Ouais, j'ai pas regardé, c'est possible. c'est tes pneus qui se dégonflent ou c'est juste que ton pneu se retrouve à plat? Bah, il y a des fois où je déchire et des fois où ça fait des crevaisons lentes au fur et à mesure. Et entre tes terrains d'entraînement habituels et puis là où tu es actuellement, il y a un gros changement. Ouais, quand même pas mal. Ouais, après Besançon, c'est quand même pas la partie la plus facile pour crever en France, quand même, quoi. Donc, c'est ça qui est étonnant, ouais. Ouais, surtout que chez moi, c'est plus cassant et Ouais. ça faisait longtemps que j'avais pas crevé, quoi. Et t'as pas, alors, je le prends pas mal, hein, mais est-ce que t'as pas changé un tout petit peu de poids? Est-ce que t'as pas changé quelques réglages sur ton vélo? Ouais, Est-ce que c'est possible que, je pense que c'est possible que j'ai pris un peu de poids et que sans changer les pressions et que du coup, je crève plus facilement. Et après, le problème, c'est que si tu veux, quand tu déchires, c'est un problème de crevaison, oui, mais c'est un problème aussi de solidité ou de trajectoire. Donc, Ouais, donc à moins que tu roules beaucoup plus fort qu'avant, tu te sois libéré en DH et du coup, enfin, libéré en tout cas dans les descentes, dans les parties techniques, et du coup, c'est ce qui t'emmène à une crevaison un petit peu plus régulière et peut-être envoyer un tout petit peu moins dans les parties techniques pour privilégier le matériel. Parce que mine de rien, tu prends n'importe quel pneu, même un pneu de DH, ça se déchire. Hein. Donc en fonction de comment tu roules, tu peux exploser n'importe quoi. Tu peux casser n'importe quelle roue, tu peux casser n'importe quel cadre. Mais après, si tu as passé un cap techniquement et que ce cap techniquement fait que tu roules plus vite, plus fort, après peut-être que le matos derrière ne suit pas. Donc dans l'idée, peut-être trouver un juste milieu entre les deux. Parce que là, au final, si tu as tout essayé et si tu déchires les pneus, parce que bon, ça aurait pu être le fond de jante, mais si tu déchires les pneus, c'est pas le fond de jante. Donc c'est plus délicat à comprendre. Ouais, après, il y a peut-être le fait, du coup, que t'entraînes avec du monde, hein, parce qu'à l'habitude, je pense que tu t'entraînais tout seul. Et le fait d'être avec du monde, soit tu es amené à descendre plus vite et un petit peu au-delà de tes capacités actuelles, techniques, soit bah, tu es trop près des roues aussi, et puis tu prends tout ce qui traîne parce que tu vois pas devant. Ça peut être ça aussi. ouais, Mais oui, possible. après, ça peut être beaucoup de choses. Si tu dis qu'avec toutes ces marques-là, tu as crevé à chaque fois, c'est pas forcément les pneus, là, ouais. Si D'accord. c'est pas les fonds de jante non plus, on en revient à la technique, au trage, quoi, ouais, peut-être. Ok. T'es sur un semi-rigide ou un peu suspendu? Non, je suis en semi. Ouais, bon, déjà ça aide un petit peu moins, mais bon, ça veut pas dire pendant des années, tout on a roulé en semi et puis ça n'a pas forcément plus crevé que ça. Ce qui est bizarre, c'est que tu as commencé à crever, on va dire, d'un coup. Quoi. Ouais. Donc, mais ce que tu dis, Mathieu, c'est que c'est quand même relativement. Ouais, enfin, c'est réel, et c'est très souvent, c'est le fait de, quand tu roules derrière quelqu'un, de louper des trajectoires et de taper beaucoup plus souvent. Quoi. Donc ça aussi, il y a peut-être un temps d'adaptation à faire là-dessus. Ouais, un apprentissage, mais qui sera sûrement bénéfique par la suite, quoi. Parce qu'après, en course, il y a tout le temps du monde. Et c'est ça. Donc savoir se concentrer sur ses propres trajectoires et ne pas regarder les conneries ou les différences qui sont faites devant. Quoi. Donc, parce qu'après, ça déstabilise. Hein. Si lui passe à gauche, que toi, tu avais prévu de passer à droite, tu ailles dessus, puis hop là. Et au final, bah, tu peux passer au milieu, et au milieu, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne devait pas passer. Quoi. Donc, tu n'as jamais abîmé les jantes au niveau, quand tu as tapé? J'ai pas entendu. Tu n'as jamais abîmé les jantes quand tu as tapé? Si, une fois, l'avant, elle est un peu poquée, mais ouais, sûrement. Enfin, l'avant, du coup, ça perdait pas. Euh, dès que ça avait reclaqué, ça perdait pas.
Mais par contre, c'était l'arrière. Après, est-ce que c'est que le pneu, il était, vu qu'il avait déjà été utilisé une fois avant, qu'il perde au fur et à mesure, est-ce que c'était normal ou pas? J'en sais rien. Mais après, non, la jante, c'est le fait qu'elle soit abîmée, ça a pas. Ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même, ça veut dire quand même que tu es tapé, quoi. C'est pas juste le matos qui est trop fragile, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un choc qui n'a pas du tout été absorbé et devant, tu as quand même la fourche. Donc, dans l'idée, elle aurait dû être absorbée, quoi. Mais essaie de faire cet exercice de rouler avec un petit peu plus de distance quand tu es derrière quelqu'un et de vraiment te concentrer sur ton envie de trajectoire à toi et ce que tu sais faire et non pas observer ce qui se passe autour, quoi. Sur certains ateliers, ça peut être important et intéressant de tester d'autres choses. Mais quand vous faites des sorties à rallonge où il y a la fatigue et tout qui se met dedans, c'est quand même. Voilà, tu as tes trajectoires, tu as tes capacités et tu les suis, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Ok. Ouais. Ben, merci à tous. En tout cas, je crois que je n'avais pas salué tout le monde au tout début parce qu'ils sont arrivés dans la réunion. Ça fait plaisir de voir les noms là qui s'affichent. Merci beaucoup Thibaut parce que c'était top. En tout cas, dans ce que je souhaitais au début, quand on a lancé la réunion, c'est top. Et puis, ben, j'ai envie de souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde. Ouais. Profitez pour rouler bien pendant les vacances, mais aussi voilà, pour vous régénérer avant d'attaquer 2021 qui s'annonce, ma foi, sous des très bons auspices. Là, on est quand même confiant pour la plupart des compétitions et puis voilà, le calendrier. Donc, Alex qui est en train d'écrire un dernier petit truc, je sais pas si c'est une question, si tu veux la poser à l'oral ou sinon, ben voilà, on va se dire au revoir. Ouais. Thibaut, peut-être le mot de la fin pour toi. En tout cas, merci beaucoup Thibaut et puis à bientôt. C'est bien, et puis surtout, bon, je me répète depuis tout à l'heure, hein, mais s'il y a des questions un petit peu plus précises ou des conseils un petit peu plus précis, n'hésitez pas par mail, quoi. Parce que c'est clairement avec chaque personne qu'on peut avoir. Voilà. Donc, ne pas hésiter à me relancer si jamais il n'y a pas une réponse dans la journée. Mais parce que là, l'atelier a pas mal redémarré, donc je suis pas mal occupé. Toi, là, je vais venir en mettre après. Mais oui, s'il faut faire des mails, ne pas hésiter, quoi. Et plus par mail avant la saison que pendant les courses, quoi. Parce que sur le week-end de course, je serais dans l'incapacité d'avoir du temps, surtout cette année, quoi. Ouais, voilà, c'est les mails, c'est dans la foulée là maintenant, et puis après voilà. Donc, mais il faut compliquer parce que des fois, il y a des questions qui peuvent paraître toutes bêtes au début et ça peut débloquer certaines choses relativement graves, quoi. Donc voilà. Ne surtout pas. Eh bien, merci à tous. À bientôt. Eh bien, merci. À bientôt. Bonne soirée. Bonne fête. Ciao. Bonne fête.